Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Perspective Affaires. Aujourd'hui avec nous, Audrey-Anne Amnott, fondatrice et CEO de Boutique Amnott. Donc, Audrey-Anne est propriétaire d'une entreprise qui confectionne du linge ici à Montréal et son linge est fait à partir de matières 100% éco-responsables. Oui, bonjour. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Donc, la boutique est une boutique en ligne essentiellement, mais on a aussi, évidemment, vu qu'on fait la production de nos produits localement, donc on a vraiment besoin de locaux physiques pour faire la production. Nos locaux sont situés à Laval où on donne l'opportunité aussi aux clients de pouvoir venir nous voir en personne puis essayer les vêtements sur place. Oui, d'ailleurs, anecdote comme ça pour notre auditoire, bien, Audrey-Anne, c'est elle qui m'a habillé aujourd'hui. Donc, les pantalons, ça, de ce que tu me disais, Audrey-Anne, ça, c'est ton pantalon qui est flagship, c'est ça? Oui, c'est le pantalon, c'est l'original. Donc, c'est vraiment notre produit initial sur lequel on s'est basé pour développer la marque. Puis, il y a aussi le T-shirt qui est vraiment confortable, d'ailleurs, que je suis en train de porter, qui est aussi les confections d'Audrey-Anne. Donc, Audrey-Anne, on va commencer par un survol de toi-même, donc de ton profil. Question d'en apprendre un peu plus sur toi avant de se lancer dans ton entreprise. Donc, on va commencer par tes expériences académiques. Puis, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une étape au niveau académique toujours qui t'a plus marqué par rapport à d'autres? Sincèrement, c'est clairement l'université qui a fait une énorme différence, non seulement au point de vue professionnel, mais aussi personnel et éducatif. Quand j'ai commencé l'université, en fait, c'est vraiment ça qui a eu un déclin sur le développement de l'entreprise. Depuis que je suis vraiment jeune, je voulais avoir ma propre entreprise dans le milieu de la mode. Je voulais avoir une boutique qui vendait des créations que j'avais faites initialement. Puis, quand j'ai démarré l'université, j'avais encore un emploi à temps partiel auquel je travaillais en même temps de faire mes études. Puis, malheureusement, je suis tombée malade. J'ai eu l'apparition d'une tumeur à ma glande thyroïde qui a vraiment tout changé dans ma vie. Je suis vraiment bien. Aujourd'hui, je suis en santé, j'ai pas de problème, j'ai pas eu besoin de faire de chimio. Il y a eu aucun impact sur ma santé personnelle. Mais c'est sûr que ça a vraiment, comme ça, a eu un réveil sur moi. Puis j'ai décidé, pourquoi pas, commencer aujourd'hui à travailler sur mes projets, sur ce que je voulais faire, parce que demain, on sait jamais si c'est garanti. Donc, point de vue personnel, bien, c'est ça a vraiment eu un impact sur moi. Mais non seulement ça, mais pour moi, c'était vraiment essentiel que je complète l'université. Je voulais avant tout, peu importe qu'est-ce que j'allais faire comme carrière, qu'est-ce que j'allais faire dans la vie, c'était vraiment essentiel pour moi que j'ai un diplôme universitaire, que j'ai un bac, parce que je me suis dit, c'était vraiment... j'ai jamais été super bonne à l'école, j'ai jamais vraiment aimé l'école, mais c'était vraiment un objectif personnel de me dire, OK, bien, tu sais, au moins, je vais avoir eu mon diplôme universitaire, je vais avoir complété mes études, puis peu importe qu'est-ce qui arrive, bien, de ça, je vais avoir appris énormément, je vais avoir aussi un diplôme qui va me permettre de possiblement me trouver un emploi si l'avenir... me dit que c'est vers là que je m'en vais. Puis, c'est vraiment ça. Fait que pour moi, l'université, ça a vraiment eu un grand impact sur ma vie. Parfait. Bien, écoute, j'aimerais faire ça, un retour sur le diagnostic de ta tumeur, là. D'ailleurs, est-ce que tu serais prête à dire que ça, c'est vraiment, ça t'a fait un wake-up call, puis c'est ça qui t'a fait dire, OK, bien, écoute, je suis passé à travers une étape qui est difficile, puis à cause de ça, bien, je vais vouloir, tu sais, la vie est courte, je vais concrétiser mes projets, vu que je suis sûr que tu as toujours eu la fibre entrepreneuriale, puis tu t'es dit, bon, ça suffit, la vie est courte, je me lance dans mes projets. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé pour toi? 100%. Pour moi, ça a vraiment eu un impact direct. C'est pas quelque chose auquel j'aborde vraiment forcément le sujet tout le temps. Il n'est pas mentionné nulle part. Tu sais, il y en a certains entrepreneurs qui vont baser leur expérience sur ça. Moi, j'en fais pas vraiment part. Tu sais, c'est sûr que là, les circonstances font que j'en parle parce que ça a vraiment eu un impact sur mon parcours universitaire puis sur le démarrage de l'entreprise, mais je dirais pas que mon entreprise est vraiment basée sur le fait que j'ai eu ça ou quoi que ce soit. Mais dès que j'ai eu la nouvelle, j'ai dit à ma mère, je quitte mon emploi. C'est vraiment pas pour moi. Je veux pas lâcher l'université. Je sais que je veux continuer. Je vais être correcte. Tout va bien se passer. Mais pour moi, c'est un wake-up call de dire, OK, j'étais bien à mon emploi. J'étais quand même assez heureuse. J'étais hyper performante. J'ai un employé hyper dédié à son emploi. Mais pour moi, ça faisait juste plus de sens. Si je donnais tout ce que j'avais, ma passion, je la donnais à quelqu'un d'autre au lieu de l'utiliser à bon escient pour moi-même puis pour aider d'autres gens de ma façon. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de juste commencer à travailler
sur tes moi-même. propres projets. Ouais. Donc, pour mettre l'auditoire en contexte, moi et Audrey-Anne, on a étudié ensemble au HEC Montréal. Donc, aujourd'hui, Audrey, toi, tu es alumni de HEC Montréal. Ton baccalauréat, quelle spécialisation as-tu choisi? Donc, j'ai fait la spécialisation. La raison pour laquelle je suis allée à HEC, en fait, initialement, je voulais étudier en anglais. Donc, j'avais fait les démarches pour rentrer à Concordia, puisque McGill n'offrait pas de programme à l'hiver. Donc, c'était soit à Concordia ou HEC. Puis, finalement, j'ai décidé d'aller au HEC parce qu'il y avait l'opportunité de faire le programme bilingue. Il y avait aussi les voyages qu'on pouvait faire. On pouvait faire... le campus international le campus, ou exact. L'échange, comme tu dis, international. Oui. Puis, non seulement ça, mais il y avait le programme d'entrepreneuriat qui n'est pas offert nulle part ailleurs au Québec. Puis, le programme d'entrepreneuriat, bien, ça te permet vraiment de focusser sur le développement de ton entreprise. C'est un développement personnel aussi parce que les cours, c'est complètement différent de ce qu'on est habitué de faire. Mais pour moi, faire l'entrepreneuriat, je trouvais que c'était pas forcément suffisant. J'ai décidé d'aller en TI. Fait que j'ai fait un bac en TI et entrepreneuriat. Donc, un double bac. Oui. Donc, j'ai aussi les compétences de TI qui me permettent de travailler dans mon entreprise aussi, faire la programmation, installer des logiciels pour faire la gestion, soit des clients, la gestion client, mais aussi la gestion interne de tout ce qui est production. Puis... Wow, ben félicitations pour ça, vraiment. Merci. Petite anecdote, oui, moi et Audrey-Anne, en fait, on a étudié dans le groupe 22, donc une cohorte d'hiver à HEC Montréal. Donc, le groupe 22, parce qu'on a les deux choisi, on est entré dans une cohorte, ben, on voulait graduer avec un diplôme bilingue. Moi, je suis également un étudiant finissant de HEC Montréal. J'ai mon bac, cependant, malgré que j'ai choisi le parcours bilingue, sur mon certificat, mon diplôme universitaire, j'ai pas la mention bilingue. Est-ce que toi, tu l'as? Oui. Wow, félicitations. Effectivement. J'ai fait en plus un campus international, mais je pense qu'il me manquait plusieurs cours. Là. J'ai mal choisi mes cours, en fait. Donc, je trouve ça quand même assez drôle d'avoir choisi ce parcours-là et ne pas avoir la mention. Oui, c'est pas évident, surtout que, c'est ça, ils ont quand même certains critères stricts à respecter. Puis quand ça en vient au cours, moi, c'était quand même assez plus simple, je dirais, de choisir. Quand tu es en comptabilité, malheureusement, il n'y a aucun cours qui se donne en anglais. Même TI, il n'y en avait pas vraiment, mais je pouvais aller chercher certains autres cours qui me permettent de... Toi, as-tu fait un campus ou un échange? Oui, j'ai fait le campus en Allemagne. Oh, campus wow. entrepreneurial. OK. Ouais. T'as aimé ça? T'as visité des entreprises outre-mer? Oui, j'ai adoré. C'est vraiment... On faisait juste visiter. À chaque jour, on allait voir des nouvelles startups. On allait rencontrer des incubateurs. On allait voir des accélérateurs aussi. Ouais. Fait qu'on a vraiment fait autant start-up qu'entreprise, puis tous les niveaux d'accompagnement qu'une start-up peut avoir. En fait, en d'autres mots, vraiment juste des activités qui ont pu alimenter ta fibre entrepreneuriale. 100%. Parfait. Puis, si on parle toujours de HEC, ben, de quel outil t'es-tu mené à travers tes études universitaires? Ben, c'est sûr qu'un des outils les plus importants, je vais le dire, puis on peut toujours en avoir besoin de plus, c'est les contacts. Les contacts, c'est vraiment un outil extrêmement important pour se démarrer en affaires, pour continuer en affaires, que tu sois un employé, employeur, que tu aies ta propre entreprise indépendante. Les contacts, c'est extrêmement important. C'est sûr que oui, les cours, c'est important. C'est bon d'avoir du knowledge qu'on apprend, mais les contacts, c'est essentiel. Puis, d'avoir autant un bon réseau de contacts avec ses pairs, donc avec les étudiants avec qui on étudie, pour avoir contact dans quelconque milieu, dont la comptabilité, par exemple, ça peut être hyper pratique. Sinon, en TI, si on a des questions ou quoi que ce soit pour développer le site web ou peu importe, mais aussi tous les contacts, qu'est-ce qui est au niveau des professeurs. Tu sais, les professeurs, ils ont énormément de vécu, ils ont énormément d'expérience et aussi de contacts qui peuvent nous être pratiques à notre tour aussi. Parfait. Donc, on a parlé, tu as fait une mention rapide sur les incubateurs en Allemagne, mais moi, je suis quelqu'un qui t'a suivi beaucoup à travers les réseaux sociaux, surtout au démarrage de ton entreprise et à travers notre cohorte universitaire. Donc, je sais que tu as fait le programme Rémi Marcoux à HEC Montréal. Donc, peux-tu nous parler un peu de l'objectif de ce programme-là, puis qu'est-ce que tu en as tiré? Oui. Donc, le parcours entrepreneurial Rémi Marcoux, ça se trouve à être une addition
au programme de base, c'est extrascolaire. Puis, dans le fond, ça permet aux entrepreneurs qui ont beaucoup de potentiel, mais qui ont surtout la drive d'amener leur entreprise quelque part, d'avoir les contacts nécessaires pour le faire, que ce soit certains niveaux de financement aussi qui nous permettent d'avoir, de développer des compétences autant psychologiques que physiques dans quelconque milieu. Donc, pour moi, c'est sûr que le parcours, ça a eu vraiment un impact positif sur l'entreprise parce que à toutes les semaines, j'étais challengée à trouver des nouvelles opportunités de développer l'entreprise, de simplement, même si c'est simplement juste de la lancer, l'entreprise, moi, je m'étais donné des objectifs rapides à très, très court terme pour le lancement. Puis, dans le fond, le parcours m'a permis de le faire parce qu'il faisait des suivis réguliers sur les étapes qu'on faisait, sur le cheminement qu'on avait. Si on avait besoin d'un contact parce qu'on était bloqué à une étape puis on n'était pas capable d'avancer, bien, ils ont les contacts nécessaires pour t'aider à pouvoir te placer, pour pouvoir t'aider à continuer. Puis l'initiative de participer à un tel programme, est-ce que c'est de ton propre gré ou est-ce que tu as fait ça aussi avec quelqu'un ou tu étais toute seule là-dedans? C'était vraiment de mon propre gré. Il y en a certains que ça a été en groupe. Initialement, dans ma cohorte, quand j'ai commencé, tous les étudiants qui ont rentré dans la cohorte d'entrepreneurial au HEC devaient faire le premier pitch. Donc, on était obligés de se présenter, de le faire, mais moi, je voulais vraiment faire partie de là. C'était dès que j'en ai entendu parler, je voulais en faire partie. Puis, donc, c'était vraiment plus moi, même si d'une certaine façon, j'étais forcée de le faire. Puis, on avait 1 mois, dans le fond, pour faire différents comme étapes de cheminement, donc différents types de pitch. Il y avait un comité auditeur qui choisissait les futurs entrepreneurs à en devenir. Puis, donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment de mon propre gré que j'ai décidé de le faire. Wow, ben écoute, ça a l'air vraiment le fun. Moi, personnellement, j'ai aussi fait un incubateur, mais je l'ai fait à McGill. Donc, c'est le McGill Lean Startup Program. Donc, par curiosité, tu parlais beaucoup de toi, tu t'es fixé des objectifs, mais comment ça se passe? Parce qu'en fait, l'incubateur, c'est un peu aussi du coaching. Donc, est-ce que c'est le professeur ou un enseignant qui travaillait directement avec toi qui t'aidait dans l'établissement de ces objectifs-là? Ou comment ça marche au niveau du suivi? En fait, c'est sûr qu'ils sont constamment en changement, sont constamment en amélioration du programme. Moi, quand j'étais là, au moment où je l'ai fait il y a 2 ans, dans le fond, j'avais 2 coachs qui étaient attitrés à notre cohorte. Donc, on était à peu près au total une vingtaine d'étudiants, mais à peu près une dizaine de start-up. Donc, il y avait beaucoup de pairs, très peu entrepreneurs seuls. Puis, les 2 coachs étaient attitrés à tous nos projets. Donc, on avait, peu importe la question, on pouvait soit aller voir un ou aller voir l'autre. Mais c'était aussi du coaching en groupe. Donc, on allait voir d'autres entrepreneurs pour avoir leurs opinions avant même d'aller voir nos propres coachs à nous. Exactement. Moi, c'est vraiment ça que j'en ai tiré aussi. Donc, c'était pas juste de focuser sur notre business, mais aussi d'être en contact avec d'autres entrepreneurs, voir leur méthodologie, leur méthode de travail, puis vraiment discuter avec eux. Donc, c'est vraiment ça, au final, qui est payant. Donc, si on fait une rétrospection, Audrey, sur le programme Rémi Marcoux, c'est quoi l'impact concret que ça a eu sur Boutique Amnot? C'est sûr que pour ce qui est au niveau de Boutique Amnot, ça m'a permis de vraiment faire le lancement de la boutique. Ça m'a donné vraiment le kick pour dire, OK, il faut que ça soit fait pour telle date, il faut que j'aille compléter, que j'aille lancer ma production, que le site web soit lancé. Ça m'a vraiment juste poussé, ça m'a donné la drive de le faire rapidement. Peut-être que je le conseille pas forcément, dépendamment c'est quel type d'entrepreneur, mais surtout ce que ça m'a appris, c'est que on doit jamais attendre que notre produit soit parfait avant de le lancer parce qu'on va jamais le lancer. C'est ça le problème. Exactement. Donc, c'est vraiment d'avoir l'idée de le présenter au public rapidement. Le public te donne un feedback. On retourne sur la table de dessin, on le peaufine, on adapte, puis on retourne. Fait que c'est un travail, c'est un work in progress continu. Parfait. Donc, on a parlé de l'impact que ça a eu sur ton entreprise, mais est-ce que toi,
tu as remarqué des choses, mais est-ce que ça t'a aidé à apprendre ou à en apprendre davantage sur toi-même en tant qu'entrepreneur? Oui, 100%. Dans le fond, tout au long du programme, on a fait différentes activités qui nous ont challengés au niveau psychologique, qui nous ont challengés au niveau physique. On a fait des sorties en forêt quand il faisait moins 40 puis qu'il fallait survivre. On a fait des expériences de yoga, méditation pour être capable de se recentrer. On a fait un paquet d'activités. J'ai fait une activité où il fallait faire pas du mime, mais comme fallait dans le fond faire des activités où il fallait savoir s'exprimer d'une meilleure façon, en fait, à travers différentes situations qui nous étaient lancées sur le coup présent. Fait que c'est sûr que ça m'a permis aussi beaucoup de m'adapter rapidement. J'ai vraiment touché, peu importe les facettes qu'on avait dans les activités, j'ai pu toucher à plusieurs facettes d'un humain, vraiment de qui qu'on est, puis comment qu'on est en tant qu'entrepreneur exclut notre entreprise. Fait que, peu importe qu'est-ce que j'allais faire dans la vie, peu importe c'est quoi l'entreprise que je veux lancer, peu importe si je vais travailler pour un employeur, ou ça te permet quand même de te développer en tant qu'individu. Wow, ben écoute, il y a eu gros travail. Honnêtement, chapeau au programme Rémi Marcoux, parce que je trouve ça super intéressant de leur part d'offrir vraiment un programme comme ça. Nous, à McGill, c'est pas, en fait, nous, c'était beaucoup plus, je dirais, théorique, puis on avait moins d'activités comme à l'extérieur des murs d'école que je trouve vraiment, je trouve que pour un entrepreneur, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment payant puis qui te permet de vraiment de t'amener à la coche plus loin. Parfait. Puis là, si on retourne un peu plus académique toujours, là, selon toi, est-ce qu'un diplôme universitaire, c'est essentiel pour réussir en affaires? Je crois pas que c'est essentiel. J'ai énormément d'amis. Je côtoie énormément de gens qui ont aucun diplôme universitaire collégial, qui ont vraiment terminé au secondaire. Je pense que ça dépend vraiment de chaque individu. Ça dépend aussi des objectifs que chaque individu se fixe. Je pense pas que ça aurait été nécessaire pour moi d'avoir mon diplôme universitaire pour être où je suis aujourd'hui. Mais c'est certain que moi, le diplôme universitaire, je le vois plus comme une façon de me développer en tant qu'individu. C'est sûr qu'on apprend à mieux s'exprimer à l'école, ou on apprend aussi à méthodologie de travail. Méthodologie de travail. On apprend aussi certaines normes qu'il faut suivre. Fait que c'est plus au niveau de qu'est-ce qu'on apprend outre que de vraiment comme les matières en tant que telles qu'on apprend à l'école. Exactement. Puis moi, de ce que j'ai pu comprendre au début de l'enregistrement, c'est que toi, c'était un objectif personnel que tu t'étais fixé aussi. Donc, encore une fois, chapeau pour toi. Un baccalauréat au HEC, c'est quand même quelque chose. Parfait. Écoute, mais si on pouvait remonter dans le temps, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différent par rapport à tes décisions académiques? Probablement pas. Je suis vraiment satisfaite avec tout ce que j'ai accompli au niveau académique. J'ai été au maximum de mes capacités. C'est certain que j'ai pas eu les meilleures notes du monde, mais moi, c'était jamais un objectif. Moi, les notes, pour moi, ça veut rien dire. Okay. En autant que j'ai les notes suffisantes pour avancer dans le programme, d'avoir un A+, ou d'avoir un B+, pour moi, ça a la même signification, parce qu'à la fin de la journée, on sort tous avec le même diplôme, puis les notes, malheureusement, ça veut rien dire. Les employeurs regardent plus tant ça, en fait. Parfait. Puis, est-ce que tu penses qu'avoir un baccalauréat ou un diplôme en général, ça donne une crédibilité en affaires? Malheureusement, d'une certaine façon, je pense que oui. C'est certain que c'est dommage parce que, je pense pas que c'est vraiment essentiel en tant qu'entrepreneur. Mais si ça en vient à rencontrer des employeurs ou se trouver un emploi par la suite, je pense que ça a vraiment un impact important. Peut-être même une banque lorsque tu veux chercher un prêt, peut-être? Je pense que, malheureusement, dans la société où on vit, la plupart des gens vont compléter leurs études. C'est rendu pratiquement un essentiel. Oui, un bac, c'est rendu la norme. Oui. Donc, après ça, c'est est-ce que tu veux faire la différence puis te rendre une maîtrise, si tu veux, est-ce que tu vas te rendre au doctorat? Fait que c'est rendu une base, c'est rendu une norme d'avoir un baccalauréat. C'est sûr que moi, je baserais pas ma relation avec mes employés ou engager qui que ce soit sur ce niveau-là, parce que le niveau professionnel, souvent, ça a
peut-être plus d'impact que le niveau scolaire. Mais c'est sûr que ça a définitivement un impact. Là. Parfait. Mais écoute, pour le volet académique, on a fait un beau survol. On va passer au volet plus professionnel. Donc, tu as mentionné que tu avais une job auparavant, donc avant ton diagnostic. Donc, c'est quoi les emplois que tu as occupés qui ont vraiment aidé à forger ta personnalité pour te rendre la Audrey-Anne d'aujourd'hui? C'est sûr que le type d'emploi en particulier n'a pas vraiment fait une différence, mais le fait que j'ai commencé à travailler à un très, très jeune âge, j'ai commencé à travailler à l'âge de 11 ans dans une pharmacie. J'étais commis d'entrepôt. For the record, là, si je ne me trompe pas, mais je pense qu'au Québec, c'est 14 ans l'âge légal pour commencer à travailler. Back in the days, tu pouvais commencer à travailler à 12 ans. C'était une entreprise familiale. Okay. Fait que certain que ça pouvait aider. Puis de toute façon, tant que tu as une autorisation parentale, tu peux commencer plus tôt. Tout à fait. Fait que non, j'étais vraiment dans toutes les normes. Là. Parfait. Fait que dans le fond, c'est vraiment ça qui a fait... tu sais, c'est sûr que du fait que j'ai commencé vraiment jeune à travailler, j'ai développé certaines structures de travail. Je me suis développée aussi énormément en tant qu'individu, tu sais, comment répondre au service à la clientèle et tout. Puis par la suite, quand j'ai fini le secondaire, j'ai commencé un emploi à temps partiel en même temps que le cégep, qui était chez Suzy Shear, une boutique de vêtements pour femmes. La boutique est... Dans le fond, l'entreprise, c'est une entreprise canadienne. Les vêtements, malheureusement, ne sont pas faits au Canada, mais c'est une entreprise canadienne. Puis, j'ai travaillé là pendant 4 ans. À un point, j'étais à temps plein là-bas. Puis, j'ai monté les échelons très rapidement. Donc, c'est sûr que ça m'a énormément appris sur le retail. Fait que tout ce qui est la vente au détail. J'ai appris aussi énormément sur la gestion d'employés parce qu'à un point, je gérais des employés, je gérais une équipe de travail. C'est aussi gérer le service à la clientèle avec les retours de clients, avoir des objectifs de vente à atteindre et tout. Fait que c'est sûr que ça m'a appris énormément sur tout ce qui est le devant du milieu de la mode. Puis aussi le back-end operation, parce que je suis sûr que tu voyais comment ça se passait au niveau des entrepôts, au niveau de l'approvisionnement. Donc, ça t'a vraiment ouvert les yeux par rapport à cette industrie-là. 100%. Ça, c'est un emploi que tu occupais aussi pendant ton université, c'est ça? Donc, c'est l'emploi que j'occupais quand, en fait, j'ai décidé de quitter. OK, parfait. Puis, est-ce que tu as des expériences de travail qui t'ont un peu plus marqué, par exemple, genre des anecdotes quant au service à la clientèle ou quelque chose qui s'est vraiment passé, qui te marque toujours puis qui t'a aidé toujours à forger ta personnalité? C'est certain que chez Suzy Shear, j'ai eu beaucoup plus d'expérience que chez Jean Coutu, par exemple. J'ai eu l'occasion de travailler avec des employés qui ne s'entendaient pas forcément tout le temps bien. Après ça, c'est de sortir le côté plus de leader, puis d'essayer de régler les problèmes ou quoi que ce soit. Les expériences qui m'ont le plus marqué, c'est probablement de dealer avec des retours ou des potentiels vols. On peut jamais accuser les clients d'avoir volé ou quoi que ce soit. Fait que c'est tout le temps nébuleux. Est-ce que c'est vraiment comme... Est-ce qu'elle a vraiment acheté le thème? On a oublié d'enlever le tag. Est-ce qu'elle a vraiment comme elle a volé le thème? T'sais? Fait que c'est vraiment... Ça te permet aussi, tous ces événements-là qui sont un peu comme nébuleux, sont un peu touchy, mais ça te permet aussi de développer ton côté plus critique. Savoir, OK, comment que je devrais juger chaque événement, c'est ça. Chaque situation, chaque événement est unique, puis c'est de savoir comment juger puis comment répondre à cet événement-là. Excellent. Fait que là, on va passer à ton parcours entrepreneurial. Donc, question typique, à quel stade faisais-tu le constat qu'être entrepreneur, c'est ça que tu voulais? Pour moi, c'est vraiment la jeunesse. J'ai une famille qui est quand même pas mal toute en affaires, ou qui l'ont toutes été à un point. Travailleur autonome, entrepreneur de famille. Puis pour moi, fait que c'était un peu naturel que j'allais finir dans ce milieu-là, peu importe c'était quoi. Mais j'ai commencé à coudre, j'étais vraiment très jeune. Puis pour moi, c'est vraiment une passion de jeunesse. J'ai commencé à coudre à l'âge de 8 ans. Wow. Donc à l'âge de entre 8 puis 11 ans, là, dans ma tête, j'allais devenir designer. Puis j'allais avoir ma propre entreprise, ma propre boutique. Écoute, à 8 ans, c'est vraiment une belle vision à avoir. Moi, je pense que j'étais devant ma console puis jouais à Call of Duty. Fait que chapeau pour ça. Donc, ton intérêt pour la couture et l'industrie de la mode, donc j'imagine que ça s'est forgé au fil du temps à travers tes différents jobs dans des magasins de retail. Mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un ou, mettons, tes parents, est-ce que c'était quelque chose... Est-ce qu'ils
est-ce que ta mère faisait de la couture ou ça vient de où, cette flamme-là? C'est mon père qui m'a appris à coudre. Wow! Alors, j'ai 8 ans. En fait, mon père, c'est pas un couturier expérimenté, mais c'est lui qui faisait les réparations. Ma mère, elle a zéro la touche pour la couture. J'ai même essayé de l'utiliser. Petite anecdote, là, j'ai essayé de l'utiliser puis qu'elle m'aide pour faire la production que j'ai lancée en magasin dernièrement. Mais ça a été vraiment pas évident parce qu'elle n'est pas minutieuse puis elle n'est pas attentive, mais c'est correct. à chacun ses points forts puis à chacun ses faiblesses. Mais non, c'est ça. Bref, c'est mon père qui m'a appris à coudre quand j'étais vraiment jeune. Puis j'ai vraiment juste développé la touche par moi-même. J'ai pas pris de cours. J'avais pas de coach, C'était un mentor. hobby, une passion, puis t'en faisais. C'était vraiment une passion. Puis j'ai juste appris par moi-même. J'ai acheté mes propres patrons. Mes parents ils venaient avec moi, j'allais acheter mon tissu, puis je faisais juste ça de passion. Ah, ben c'est vraiment cool. Puis si on redresse la ligne du temps, l'entreprise a été lancée, tu étais à quel stade dans ton cheminement universitaire? Donc, dans le fond, j'ai commencé à être travailleur autonome dès la première année de mon bac. Je venais tout simplement de compléter ma première session. À l'été, j'ai commencé à travailler par moi-même. J'étais travailleur autonome. À ce moment-là, ça s'appelait Made by Amnot, qui est encore sur Instagram. Malheureusement, on n'est pas vraiment actif, mais si jamais on a des commandes personnalisées, vous pouvez toujours m'écrire, puis c'est faisable. Mais boutique Amnot, ça a démarré, dans le fond, à ma seconde année de bac, où à la suite du campus, j'ai tranquillement réalisé qu'il fallait vraiment que je me concentre sur un type de produit en particulier, que c'est plus facile de se concentrer sur un type de fibre à travailler plutôt que de vraiment faire de tout. Puis c'est pour ça que tranquillement, j'ai développé l'idée à ma seconde année de bac. Donc, est-ce que c'est 2 entreprises distinctes? Oui. Donc, 2 entreprises, deuxième année d'université. Je suis pas mal certain de mémoire, tu étais étudiante à temps plein au HEC. Oui. Tu faisais le programme Rémi Marcoux en parallèle. Ça devait vraiment faire un horaire très chargé. Énormément chargé. Petite anecdote, quand j'étais en examen de fin de session à la deuxième année... en fait, je pense que c'était la troisième année, première session. OK. J'avais une commande de 90 pochettes d'ordinateur à faire pour Sotheby's. Puis... Sotheby's, la compagnie d'agence immobilière high-end. Exactement. Donc, j'ai eu un contrat pour faire leur cadeau de Noël. Wow. Puis, j'avais ça à faire en même temps des examens finaux. C'était pas évident. Mais écoute, c'est sûr que peu importe ce qui s'est passé au niveau des notes ou de ta performance, je suis sûr que tu étais tout de même satisfaite d'avoir un contrat avec Sotheby's. 100%. Bon, parfait. Puis, donc, c'est qui les ressources ou les personnes que tu es allé chercher pour vraiment supporter les fondations de Boutique Amnot ou de ta première entreprise Made by Amnot? C'est sûr que ma mère, elle a énormément à faire là-dedans. Oui, j'ai mis dans le fond mes économies personnelles dans tout ça. C'est pas évident d'aller chercher un prêt à un si jeune âge, surtout pas dans le milieu où je suis. Le milieu de la mode, c'est extrêmement difficile d'aller chercher des prêts. J'ai arrêté de travailler rapidement, donc ma mère, elle m'a quand même assez aidée à me financer beaucoup, une bonne partie de l'entreprise. Sinon, toutes les personnes qui m'ont côtoyée au bac, les directeurs de programmes d'entrepreneuriat, les coachs du parcours Rémi Marcoux, ils ont tous eu un assez bon impact sur le développement de l'entreprise. Mais mettons, si on dit simplement financièrement, bien, c'est sûr que ma mère, elle a un... Tes parents. Mais je suis sûr que un support psychologique comme ça, c'est vraiment important pour un entrepreneur. Ça donne l'opportunité de pouvoir de passer à travers les étapes qui sont aussi de plus en plus difficiles. 100%, parce que comme on dit, lonely at the top, c'est pas évident que ça soit bon ou mauvais. Ben quand c'est mauvais, t'es toute seule. Puis quand c'est bon, ben tu cheer up toute seule. Donc c'est pas si le fun que... De nos jours, c'est rendu de plus en plus difficile de percer tout seul. Là. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'entreprises où il y a vraiment des équipes qui sont formées. Je suis sûr qu'on peut juste faire le parallèle avec le programme Rémi Marcoux. Donc, toi, oui, tu étais toute seule, mais les autres entreprises qui étaient là, j'imagine que c'était beaucoup de duos ou même des équipes de 3. Oui, il y avait énormément de duos. Il y avait une équipe de 3, mais c'était beaucoup de duos. Il y avait quelques individus, comme je dis, qui, à travers le parcours, ont décidé de trouver aussi un co-founder. Moi, j'ai pas vraiment eu la chance. C'est sûr que mes portes sont toujours ouvertes. Je suis vraiment une personne qui est ouverte
à toute opportunité. L'opportunité s'est pas forcément présentée, mais j'ai continué. Tu sais, je veux dire, à la fin de la journée, oui, je suis la CEO, je suis seule pour l'entreprise, mais je suis tellement entourée de gens de différents milieux avec lesquels je peux parler de tout et de rien, tu sais, qui peuvent me supporter, peuvent m'aider dans mes décisions, que je considère pas réellement que je suis seule, tu sais. OK. Mais écoute, si jamais tu as des questions comptables, n'hésite pas à venir, Certainement. à venir me voir. Donc, on va discuter maintenant du FedEx Small Business Grant Contest. J'ai vu tes vidéos sur les sites web. J'étais aussi supporté quand tu faisais les publications Facebook. Oui. Donc, peux-tu nous en parler, nous dire qu'est-ce que c'est puis en quoi c'est différent du programme Rémi Marcoux? En fait, ça n'a rien à voir avec le programme Rémi Marcoux. Le FedEx Small Business Grant, c'était l'opportunité d'avoir une bourse pour soit démarrer, accroître l'entreprise. Ben, en fait, c'est plus pour accroître, je dirais, parce qu'initialement, il fallait que l'entreprise ait au moins 1 an d'activité. Okay. Ça a vraiment été par hasard que je l'ai trouvé. Je me suis lancée là-dedans dernière minute, 1 semaine en retard. Donc, il fallait que je catch-up sur 1 semaine de vote. Puis, dans le fond, c'était les 100 meilleurs business au Canada, mais en fait, qui avaient le plus de votes, qui avaient le plus d'attention, qui allaient pouvoir se rendre à la 2e ronde ou qu'il fallait présenter une vidéo. Puis, dans le fond, moi, je me suis rendue dans le top 10. Félicitations. J'étais vraiment contente. Malheureusement, j'ai pas eu de bourse. C'est sûr que probablement que cette année, ça devrait sortir prochainement. Je vais probablement réappliquer. Ce qui est intéressant, par exemple, avec cette opportunité-là, c'est que initialement, c'est basé sur le public. Donc, c'est pas un jury qui va choisir à la base si tu es pris ou non. C'est vraiment le... Il faut que tu sois un coup de cœur du public. Exactement. Donc, il faut vraiment que les gens y aiment le projet. Il faut que tu incites les gens à t'aider à développer le projet, qui t'aident à avancer pour avoir la bourse. Puis, après ça, quand tu es rendu dans le top 25, top 10, c'est vraiment un panel de jury qui choisit le... On parle d'une bourse de combien, Audrey? Ça dépend. Les premières bourses sont autour de 2 500 $, si je ne me trompe pas, jusqu'à 25 000, je crois bien. Donc, ça, c'est un méchant beau support. Oui, 100%. Puis j'étais étonnamment... Tu sais, j'étais vraiment surprise, mais super contente aussi de voir qu'il y avait beaucoup d'entreprises dans l'industrie du vêtement qui ont eu des bourses l'année dernière. Donc, toi, tu as 23 ans, c'est ça? Oui. Donc, une jeune femme, 23 ans, déjà plusieurs années en affaires. Qu'est-ce qui te drive? C'est quoi qui te rend heureuse? Honnêtement, c'est sûr que c'est pas toujours évident de continuer. Je me mets souvent comme je prends un step back, comme ils disent, puis je remets tout en perspective. Mais ce qui me fait le plus plaisir, non seulement c'est de voir les gens quand ils portent le linge. Tu sais, c'est pas forcément d'avoir la... Oui, c'est tellement excitant de voir la première vente ou de voir la vente qui passe dans une journée. C'est super le fun. T'es comme, oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui aimait vraiment ce que je faisais. Mais au-delà de ça, c'est de voir le produit fini sur quelqu'un puis de voir l'appréciation que la personne a pour le produit. Ça, c'est vraiment comme ce qui me fait le plus plaisir, là. Puis que les gens, comme tu dis, trouvent ça confortable. Je suis sûr qu'il y a une belle fierté à avoir derrière tout ça. Oui, 100%. Puis, tu sais, avant tout, oui, c'est certain que je fais des produits pour les vendre, mais au-delà de ça... C'est une passion. C'est une passion, puis c'est de transmettre ma passion aux autres, puis d'amener du confort, d'amener un bien-être, d'amener de la confiance aux gens à travers les vêtements. Pour moi, c'est vraiment important, là. Donc, c'est quoi tes craintes à tes débuts quand tu as fait Made by Amnot versus tes craintes aujourd'hui avec Boutique Amnot? Mes craintes au début, je te dirais, puis tu sais, c'est tout le temps ça, c'est est-ce que je vais avoir des revenus qui vont sortir? Est-ce que je peux en vivre de ça? T'sais? Quand tu es employé, tu as une garantie. T'sais, d'une certaine façon, tu as une garantie. À chaque 2 semaines ou à chaque semaine, tu as une paye qui entre le jeudi Exactement. ou le vendredi matin. Peu importe, puis ça dépend du nombre d'heures que tu as faites. Quand tu es entrepreneur, malheureusement, peu importe le nombre d'heures que tu fais, ça ne veut pas dire que tu vas avoir le reward ou tu vas avoir la paye qui va avec ça. Pour moi, c'est ça qui m'a fait... Puis c'est pour ça que ça m'a pris quand même un bon moment. Ça m'a pris un événement assez choquant pour décider de prendre le step. Puis, fait que c'était vraiment d'avoir la garantie d'argent ou pas. Puis par la suite,
sais, j'ai vu... Tu sais, tu dis tout le temps, est-ce que, tu sais, je suis assez bonne pour le faire? Est-ce que les gens vont vraiment aimer ce que je fais? Puis tant que tu l'as pas fait, tu peux pas comprendre. Puis, tu sais, quand j'ai démarré Boutique Amnot, c'était plus concret. C'était basé sur des statistiques, c'était basé sur le plan d'affaires, c'était basé sur certains éléments qui sont plus scolaires, je dirais. Puis, tu te dis, bon, OK, là, ça a l'air d'être plus... tu sais, ça suit un plan, là. C'est beaucoup plus concret. C'est concret. Il y a un fil directeur. Donc, quand j'ai parti Made by Amnot, c'était vraiment d'une idée. J'ai juste commencé à faire ce que j'aimais vraiment faire, puis espérer d'en vendre, tu sais. Ben oui. Parfait. Fait que là, on va aller dans le détail de ton entreprise. Donc, Boutique Amnot. Amnot, A-M-N-O-T, c'est un nom à forte connotation. Pourquoi ce nom? En fait, j'ai cherché longtemps un nom. Tu sais, c'est tout le temps un des éléments les plus difficiles à trouver. OK, est-ce que... Tu sais, c'est... Savoir c'est quoi la connotation qu'on veut y donner. Tu sais, c'est... Surtout savoir si ça n'a pas déjà été pris par une autre business. 100%. Parce que ça, faire énormément de recherches, puis je vous le dis, c'est encore extrêmement difficile aujourd'hui. Tous les systèmes sont tous indépendants. Il faut qu'on fasse énormément de recherches sur différentes plateformes, même sur le site du gouvernement, malheureusement. Le registraire des entreprises, je pense que ça serait mon go-to number one, là, si jamais j'ai un conseil à donner. Oui. Tu vas sur le registraire des entreprises, tu tapes ça sur Google, tu écris le nom que tu veux, tu vas voir toutes les compagnies qui sont immatriculées derrière. Il faut juste faire attention avec le registraire des entreprises. Parfois, les entreprises qui sont enregistrées au Canada ne vont pas forcément apparaître au registraire québécois. Ah, ça, c'est vrai. Fait que c'est vraiment, il faut faire les différentes plateformes, malheureusement. Il n'y a pas une plateforme que tout est intégré. Mais bref, dans tout ça, dans le fond, Amnot, c'est... En fait, mon nom de famille, c'est Amnot, O-T-T-E. Puis, je cherchais vraiment un nom qui avait une signification. C'est pour moi, c'était de faire une différence dans l'industrie du vêtement, de montrer aux gens qu'on est complètement différent de ce qui est disponible. C'est certain que Amnot, ça a une connotation négative. C'est pas forcément apprécié de tous, mais ça a un impact. C'est de montrer justement qu'on est différent. Tu sais, les gens, ils disent, vu que c'est une connotation négative, tu sais, ça peut avoir un impact négatif sur la business ou quoi que ce soit. Mais en même temps, moi, c'est de prouver que justement, on ne fait pas les choses comme les autres. Mais non, puis tu sais, d'un point de vue marketing, surtout avec la croissance fulgurante d'Instagram, moi, je trouve que c'est un super beau hashtag que tu peux mettre dans n'importe quel. Tu sais, tu peux plugger ça n'importe où, puis hashtag Amnot, ça rend unique. Ça, vraiment, je trouve que c'est... En tout cas, je trouve que c'est un super beau branding que tu as. Donc, chapeau pour avoir trouvé un nom. Puis, c'est assez spécial que, tu sais, c'est une partie de ton nom de famille. Donc, c'est vraiment cool. Ton entreprise, combien d'employés travaillent pour ta boutique à l'heure actuelle? Présentement, je suis la seule employée pour la boutique. Par exemple, j'ai beaucoup de contractants avec qui je fais affaire. Donc, c'est pas forcément... Tu sais, c'est pas des employés qui sont dédiés à moi, mais c'est des personnes avec qui je fais affaire quand c'est le temps de faire de la production. Donc, de la sous-traitance, en fait. Oui, c'est de la sous-traitance que je fais à 100% au niveau de la production. Que ça soit d'autres couturières autonomes, donc qui travaillent à leur compte, ou sinon d'autres ateliers de production avec qui je fais affaire. D'accord. Et toi, à titre de CEO, qu'est-ce que tu fais exactement? C'est quoi une journée typique dans la peau d'Audrey-Anne Amnot? Je porte tous les chapeaux, sans exception. Une journée typique, c'est vraiment... Il y en a... J'ai jamais une journée pareille. Dépendamment, c'est quoi la saison, c'est quoi la semaine, qu'est-ce que j'ai comme... Est-ce que j'ai des meetings, c'est quoi... Peu importe, c'est... Qu'est-ce qui s'en vient, je dois adapter le travail que je fais au moment présent. Si, par exemple, je reprends quand je suis rentrée en boutique, tout l'été, j'ai fait énormément de production. Donc, j'ai fait du 100 heures semaine pendant 1 mois et demi consécutif. Je vous dis, c'est vraiment pas évident. Mentalement, physiquement, ça touche tout. Puis, tu sais, dire, OK, c'est l'été, tu veux te passer un peu de temps dehors, quoi que ce soit, ben moi, j'étais tout le temps en atelier, constamment. Donc, tu as un chapeau de comptable, tu as un chapeau de prospection de clients, business development, relations fournisseurs. Donc, tu fais tout. C'est ça, dans le fond, être 100%. Audrey-Anne Amnot. Donc, tu sais, ça peut dépendre. Des fois, je vais décider, OK, je vais faire des modifications sur mon site web. Je vais faire des améliorations. J'ai des clients avec qui il faut que je rentre en contact. Donc, je peux passer une journée complète à répondre à des courriels. Je vais faire de la production si j'ai des commandes à préparer, si j'ai des petits touch-ups à faire, des clients à les visiter, à les porter des vêtements. Fait que je fais vraiment de tout, là. Autant le service de livraison que le TI sur le site web
web, puis la production, puis les patrons. Là. Je fais vraiment C'est quoi les tâches que tu trouves les plus stimulantes versus les moins stimulantes? Attends, laisse-moi deviner. Ouais. J'imagine que la comptabilité devrait être dans ce que tu trouves les moins stimulantes. Honnêtement, je pense que ça dépend vraiment des jours. C'est sûr que c'est pas la meilleure façon de le voir, mais dépendamment du mood, je vais avoir des activités que je vais préférer faire que d'autres. OK. Ça peut arriver des fois qu'il y a des journées que j'ai vraiment pas le goût de coudre. Quand j'ai pas la tête à ça, ça vaut mieux pour moi que je le fasse pas parce que je vais faire des erreurs. Il va falloir que je recommence constamment. L'humeur, au final, l'humeur, ça impacte vraiment ta performance. 100%. Tu sais, c'est sûr que c'est pas la meilleure façon de travailler. C'est pas la meilleure façon d'avancer en affaires, mais tu sais, ça a quand même un impact, puis on peut pas le dénier. Tu sais, c'est certain que comme dans mon 100 heures que j'ai fait par semaine, il y avait des journées que ça me tentait pas, puis je pleurais. Là. J'en pleurais, mais j'ai quand même réussi à le faire puis à continuer. Mais c'est sûr qu'après, c'est vraiment pas évident sur le moral. J'ai des tâches que j'adore faire. Tu sais, comme la couture, c'est vraiment une passion. Ça me permet de me vider la tête. Même s'il faut que j'en travaille des fois, puis c'est pas évident. Sinon, tu sais, comme travailler sur mon site web, j'adore ça. Tout ce qui est vraiment créatif, j'aime beaucoup. Tout ce qu'il faut que j'aille chercher. Donc, quand je fais mon site web, tu sais, du codage, il faut que j'aille faire des recherches. Des fois, je sais pas c'est quoi qu'il faut que j'écrive en programmation. Continu. C'est ça. Fait que ça, je trouve ça challengeant, puis j'aime ça. C'est stimulant, c'est sûr. Puis, mais qu'est-ce que je trouve qui est moins le fun, c'est tout ce qui est tâches journalières qui sont obligatoires. Les rapports de TPS, TVQ à chaque fin de mois. 100%. Mais tu sais, comme je peux dire, il y a des journées que ça me tente de le faire, tu sais. Fait que quand ça me tente, je vais le faire immédiatement. Je vais pas remettre à plus tard, Ouais. mais ouais, tu sais, Ça, comme... c'est une super bonne habitude à avoir développée d'ailleurs. Ouais, puis tu sais, sinon, c'est sûr que, mettons, moi... Un de mes défauts, ben en fait, ce que j'aime le moins faire, c'est faire des cold calls. Fait que appeler les gens, chercher des nouveaux clients, mettons, pour ce qui est niveau de la vente au wholesale, OK. fait que la vente en gros. Ça, c'est pas quelque chose que j'apprécie vraiment faire. Fait que c'est vraiment comme... Je me challenge vraiment pour le faire. Je me pousse à le faire, puis je le fais, mais je dirais que c'est vraiment comme une des étapes que j'aime le moins faire, là. Donc, au registraire, ton entreprise est qualifiée comme étant une boutique de production et de vente de vêtements et d'accessoires éco-responsables. Ça veut dire quoi, vêtements éco-responsables? En fait, le mot éco-responsable, c'est un terme qui est de plus en plus présent dans l'industrie du vêtement, mais dans toute autre industrie aussi. C'est un terme qui a énormément de connotations. C'est très vague. Mais initialement, dans le fond, le concept de éco-responsabilité, c'est de dire que c'est un produit ou un service qui a le minimum d'impact sur l'environnement, puis qui va avoir des éléments qui améliore l'environnement. Donc, je donne un exemple. Au lieu d'utiliser des fibres qui poussent de façon générale, on prend des fibres organiques. Donc, on sait qu'ils ont poussé dans des champs qui sont traités de bonne façon, donc sans pesticides, que les gens qui les ont faites, qui s'occupent de la confection des matériaux, ils ont une empreinte écologique réduite. C'est ça, une empreinte écologique réduite, que les gens sont bien traités, qui ont des bons... des bonnes conditions de travail. Oui, exact. Qui ont des bonnes conditions de travail. Fait que c'est sûr que l'éco-responsabilité, c'est vraiment vaste, mais initialement, c'est de dire, OK, j'utilise des matériaux qui sont organiques au lieu d'utiliser des fibres comme, par exemple, le polyester qui est fait à la base de plastique. Mais encore là, il y a du polyester recyclé qui peut être considéré comme une fibre éco-responsable du fait que c'est recyclé. Donc, c'est vraiment juste... dans le fond, c'est d'aller chercher à avoir le meilleur impact sur l'environnement au bout du compte, ce qui permet aussi un meilleur impact pour notre vie à nous, là. Donc, raison d'être. C'est quoi la vision de ton entreprise? Dans le fond, ma vision, moi, c'est de devenir un leader dans l'industrie du vêtement, mais plus spécifiquement au niveau du comfort wear, avec tout ce qui est vêtements plus confortables, streetwear aussi, mais d'être un leader dans ce type de vêtements-là, mais éco-responsable. C'est pas un produit qui est forcément disponible sur le marché. Ça tend à en devenir. Les grandes entreprises commencent à s'adapter de plus en plus vers ce virage-là. Mais je me suis dit que moi, de le démarrer au départ avec cette vision-là, de démarrer avec ces valeurs-là, j'avais beaucoup plus de chances de réussir percer à long terme. Les valeurs. C'est sûr que c'est un élément qui est assez important dans une entreprise.
Mais, par exemple, c'est sûr que ça peut nuire aussi d'une certaine façon. Donc, moi, mes valeurs, c'est des valeurs que j'ai personnellement, mais que je voulais avoir dans l'entreprise avant tout parce que c'était extrêmement important pour moi, à mes yeux. Le fait que c'est éco-responsable, c'est un élément qui est super important pour moi. Je veux pas faire des vêtements qui vont juste plus nuire à l'environnement par la suite, qui vont plus nuire, même si le look est beau ou quoi que ce soit, je veux pas faire quelque chose qui va juste comme détruire notre planète. Donc, l'éco-responsabilité, c'est une valeur qui est extrêmement importante pour moi. J'ai aussi la valeur du fait que c'est fait localement. Donc, d'encourager les entreprises locales. Pour moi, c'était extrêmement important. Comme je dis, ça peut nuire dans certains points ou que, au bout du compte, bien, c'est sûr que les produits vont coûter plus cher à produire. Donc, les produits vont coûter plus cher pour le consommateur par la suite, mais c'est de savoir qu'est-ce qu'on achète. Mais je pense aussi, de manière générale, en tout cas, moi, j'aime ça acheter du linge qui est fait à Montréal. Je trouve qu'il y a toujours une qualité. Là, ça dépend toujours des marques, mais de manière générale, c'est une qualité quand même supérieure. Les entrepreneurs utilisent des meilleurs produits, des meilleures matières premières. Puis là, tu sais, c'est juste, moi, je trouve qu'encourager des entreprises locales, c'est super important. Puis ça aide l'économie, ça stimule l'économie d'ici. Donc, pour moi, c'est un win-win situation. Oui, c'est sûr qu'au niveau de la qualité, oui, ça vient aider. Dans certains cas, ça peut nuire. Par exemple, je vais être honnête avec toi. Tu sais, une entreprise qui fait des T-shirts en Chine fait tellement de T-shirts qui deviennent impeccables dans la production de leur chandail. Est-ce que les matériaux qu'ils utilisent, par exemple, pour faire la confection est bonne? Ça peut nuire. Un entrepreneur qui fait affaire au Canada, au Québec seulement, ou comme même, tu sais, je veux dire, en Amérique du Nord en général, qui contrôle sa production, va contrôler beaucoup plus d'éléments, par exemple. Fait que ça peut être un bonus, ça peut aider énormément pour la production. C'est sûr qu'il va y avoir plus une attention aux détails. Donc, on va vraiment faire attention à est-ce que tel élément est fait de telle façon. Fait que, tu sais, c'est sûr que je dis pas à tout le monde, faites affaire seulement au Canada ou faites pas affaire ailleurs. Ça dépend vraiment de chaque circonstance. Moi, c'est parce que c'était une valeur pour moi personnelle qui était vraiment extrêmement importante. C'est sûr que aussi au niveau des coûts de départ, les minimums et tout, c'est plus facile à respecter quand c'est fait localement que quand c'est fait ailleurs. Mais c'est ça, c'est vraiment propre à chacun. Puis je veux pas dire à tout le monde que tout le monde qui fait faire ailleurs, en Asie ou quoi que ce soit, ben c'est pas bon regarde, ce qu'ils font. Au final, moi, je te parle vraiment de mon expérience. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais mentionné les points tantôt. C'est que oui, tu payes moins cher, mais honnêtement, moi, les items que j'ai achetés qui étaient confectionnés ici, localement, ils me durent honnêtement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps que ce qu'on retrouve dans les grandes chaînes comme Zara, H&M. Que H&M, je portais un T-shirt blanc, je pense 4-5 fois, puis après, ça a tellement rétréci ou ça se déchirait tellement facilement versus moi, j'ai été client chez Frank Oak. Frank Oak, ça fait plusieurs années que j'ai les mêmes manches longues, puis c'est encore impeccable, vraiment confortable. Donc, c'était vraiment ce contraste-là c'est sûr que ça peut avoir un bon impact. Puis le troisième élément sur lequel je fais vraiment beaucoup attention, qui est une valeur super importante pour moi, c'est l'inclusivité. Donc, j'ai 3 piliers, dans le fond, dans l'entreprise. J'ai l'éco-responsabilité, j'ai le fait que c'est fait localement, puis j'ai l'inclusivité. Donc, l'inclusivité, c'est plus dans le sens que j'aime dire 6 pieds. C'est pas évident pour une femme de 6 pieds de se trouver des vêtements à sa taille. C'est pas évident pour un homme de 6 pieds 5 de trouver des vêtements à sa taille. T'sais, pour moi, c'était vraiment un problème familial. Puis, je veux dire, je suis pas à plaindre. Là. Je suis capable de m'habiller autrement, puis je suis capable de trouver comme une alternative. Mais c'est de dire que je suis pas... si moi, j'ai un problème, je sais que je suis pas la seule. Puis, pourtant, c'est un élément sur lequel on peut tellement... c'est pas complexe à... Oui, il y a des petits tweaks à faire, il y a des ajustements à faire qu'on développe l'entreprise, mais une fois que les éléments sont développés, c'est de la répétition. Donc, le fait que c'est inclusif, la marque, j'offre des vêtements pour les gens qui sont petits. Vraiment, je pense que la limite, c'est vraiment la limite de ta créativité, en fait. 100%. Il y a quelques marques qui commencent à l'offrir. On parle énormément, par exemple, de taille plus. Donc, inclure les différents comme body shape. Mais la grandeur des gens, c'est génétique, malheureusement, puis on met pas assez d'emphase là-dessus, je trouve. Puis pour moi, c'était ça. C'était extrêmement important que, oui, c'est un paramètre,
dans tout ça, c'est un élément. Donc, quand on magasine, on a les tailles standards, donc du extra small au extra large, mais standard. C'est un grand mot, là. Je pourrais en parler pendant vraiment longtemps, mais dans le fond, c'est ça. On a les tailles qu'on peut choisir, puis par la suite, on peut choisir la longueur. Donc, si on veut une longueur qui est courte, régulière ou longue, dépendamment de c'est quoi notre taille à nous. Parfait. On en a déjà discuté, mais là, j'aimerais ça qu'on y aille plus concrètement. Ton impact désiré auprès des consommateurs? Moi, mon impact, dans le fond, que je veux avoir auprès des consommateurs, c'est que les consommateurs réalisent que d'avoir que acheter local, ça peut vraiment avoir un bon impact sur la société, sur le bien-être de notre société, financièrement, économiquement, puis aussi par rapport à l'environnement. Donc, c'est sûr que j'aimerais ça avoir un bon impact au niveau de l'achat local, de l'achat éco-responsable aussi, mais que les gens ils réalisent aussi qu'ils peuvent être bien dans leur peau, dans tout type de vêtements. Quand j'ai démarré Amnot, en fait, c'est un petit peu drôle, mais c'est vraiment du linge plus décontracté qu'on peut, en fait, porter un peu plus habillé. Par exemple, si on l'agence avec un veston comme tu as fait. Mais dans le fond, c'est que les gens ils peuvent s'habiller comme ils veulent, quand ils veulent, se sentir bien, puis de pas mettre leur apparence de l'avant en fait, au détriment du Mais en fait, c'est un bon point parce qu'en plus, de plus en plus d'employeurs, ils donnent cet avantage-là aux employés où ils disent, ben écoute, t'es pas obligé de venir en chemise. Là. Tu peux mettre un polo, tu peux arriver en jogging tant que ta job est faite. Mm-hmm. Puis vraiment, on voit le monde qui... Tu sais, au final, ce que tu portes, c'est comme un cri un peu de ta personnalité. Donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. 100%. Puis, tu sais, pour rajouter à cet effet-là, c'est pour ça qu'à Amnot, dans le fond, tous les produits, oui, il y a du jeans recyclé, ce qui a un bon impact sur l'environnement, mais toutes les pièces sont toutes uniques. Fait que, tu sais, c'est de prouver aux gens qu'ils peuvent être uniques, puis quand même de faire partie de la même communauté. Tu sais, que c'est correct d'avoir sa propre identité, puis que c'est bon, dans le fond, de l'avoir. T'sais. Parfait. Là, on va plonger dans l'aspect créativité. Donc, le processus de création, Audrey, qu'est-ce qui alimente ton inspiration? Ça peut être autant la vie de tous les jours. Honnêtement, les moments où j'ai le plus de créativité, c'est quand j'arrive pour me coucher. Quand c'est le temps de dormir, là... C'est là que ton cerveau, il roule. Ouais, le petit hamster, ça roule. Le hamster, il spin, là, comme ils disent. Ben ouais, c'est là que je vais avoir le plus d'idées. Des fois, ça peut être aussi simple que j'ai vu quelque chose dans le jour qui m'a inspirée, puis que, OK, ça m'a donné l'idée de concevoir quoi que ce soit. Ou ça faisait longtemps que je voulais faire un produit, puis je savais pas comment, tu sais, quel élément y ajouter pour qu'il soit unique, ou qu'il soit différent, ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment comme... Ça peut venir de tout. Tu sais, je vais pas commencer à regarder des lookbooks de boutiques ou des prochaines tendances qui s'en viennent ou quoi que ce soit. Je préfère les créer moi-même, d'une certaine façon. Comment fais-tu pour rester tendance? Ben, moi, je pense que de suivre les tendances, ce n'est pas d'être tendance. Fait que c'est de là le fait que tu veux pas être inspiré par les autres, mais tu veux faire toi-même tes propres créations. À la fin de la journée, oui, on a des looks qui sont uniques, mais je veux offrir des produits qui ont d'une certaine façon, qui sont quand même intemporels. Pour revenir au fait que toi, par exemple, tu as acheté des vêtements qui t'ont duré plusieurs années, je suis de la même, tu sais, je suis pareil. Donc, avant de commencer à créer mes propres vêtements, tu sais, c'est sûr, je porte pas 100% du Amnot, mais justement, à cet effet-là, je vais acheter des vêtements que je vais pouvoir garder pour plusieurs années. Fait que, tu sais, à moins que ton corps change, si le matériel, tu sais, s'il est encore beau, tu peux le porter pendant plusieurs années, puis après, tu peux l'agencer d'une différente façon. Il faut juste accepter que oui, on va payer plus sur le moment, mais qu'au final, tu sais, ça va t'éviter de peut-être acheter 2, 3, voire 4 fois le même T-shirt qui, au final, au bout de 2-3 ans, te coûte plus cher que d'avoir 2-3 morceaux qui t'ont coûté l'équivalent de... 100%. Puis, tu sais, ça peut en venir aussi simple que les manteaux. Tu sais, un manteau, habituellement, c'est quelque chose, je pense, qu'on garde quand même assez longtemps. Ah oui, tout à fait. J'ai gardé des manteaux pendant 15 ans. Là. C'est ça. Tu sais, j'ai grandi tellement vite, puis j'ai juste atteint ma grandeur que je les porte encore aujourd'hui. Non, on parle des manteaux, là, Canada Goose, on parle, tu sais, quasiment 1 000 $ pour un manteau, puis ça c'est l'entrée de gamme, là. Fait que pour moi, c'est un minimum. Je vois pas pourquoi on en achèterait. C'est pas fait pour être quelque chose qu'on change à chaque année. Non, c'est ça. Puis ça peut devenir aussi simple que justement pour n'importe quel autre vêtement, qu'on achète une robe qu'on veut remettre pour 3-4 mariages, puis on a juste à l'agencer d'une autre façon, quoi que ce soit. Fait que bref, pour en revenir aux vêtements de boutique Amnot, dans le fond, les vêtements que je développe,
Oui, d'une certaine façon, tu sais, je veux qu'il s'adapte un peu aux tendances, mais pas vraiment parce que je veux qu'il passe l'air du temps. Donc, les couleurs que je vais prendre, c'est des couleurs plus basiques, des couleurs que les gens portent de tous les jours. Le qui sont... gris, le noir, je suis sûr. C'est ça. Tu sais, oui, je vais aller agencer avec des couleurs qui sont un petit peu plus tendances, comme par exemple le kaki, tu sais, le vert olive. Mais cette couleur-là, je veux dire, on la voit pratiquement tout le temps. Ouais. Les gens, ils l'adorent. C'est une couleur qui est bien portée. C'est quasiment un basic, tu sais. Fait que oui, je vais essayer d'aller rajouter quelques couleurs ici et là, mais essentiellement, je veux que les modèles, ils passent l'air du temps. Donc, c'est pas forcément une tendance, c'est vraiment comme... C'est là pour rester. Ouais. Là, on jase, Audrey. Est-ce que tu restes authentique dans ton procédé artistique ou te laisses-tu influencer par ton entourage et les médias sociaux? Je reste pas mal authentique dans ce que je fais. C'est sûr que je vais des fois m'adapter aux clients. Donc, tu sais, j'offre la personnalisation de produits aux gens, surtout, par exemple, pour les sweatpants. Des fois, je fais des petites comme pop-up ou genre des événements éphémères que les gens peuvent s'inscrire pour avoir un produit personnalisé, un pantalon personnalisé. Oui, ça va m'ouvrir les yeux sur « Ah, peut-être que je préfère un produit avec tel type d'éléments dessus parce que j'ai eu une bonne réception du produit ou quoi que ce soit. » Mais en général, j'essaie de ne pas me faire vraiment influencer par ça. C'est sûr que, tu sais, oui, ça peut avoir un impact direct, présent, parce que les gens, ils veulent acheter qu'est-ce qui est le plus trendy, ce que les autres portent. Mais en même temps, ma clientèle que je vais cibler, c'est une clientèle qui veut avoir son propre style aussi, qui veut être bien lui-même sans avoir les gens aussi qui jugent leur paraître. T'sais. Parfait. Combien d'heures consacres-tu à la création par semaine? Un estimé? Je passe quand même pas mal d'heures. Comme je t'ai dit, ça dépend vraiment du moment de l'année. Ça dépend c'est quoi qui s'en vient ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, une semaine où j'en passe pas beaucoup, ça pourrait être à peu près une dizaine d'heures. Fait que, c'est quand même... C'est pratiquement une journée complète, là, si on dit ça, à peu près. Mais sinon, ça peut aller jusqu'à du 50, 60 heures par semaine. Fait que ça dépend vraiment. Je suis rendue dans le moment de l'année. Est-ce que j'ai des nouveaux produits à développer? Comme par exemple, là, je suis en train de faire le développement de nouveaux produits qui vont être lancés le 1er mai, en même temps que le nouveau site web auquel je travaille. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, je suis beaucoup concentrée sur la création. Parfait. Puis là, combien de temps est-ce que tu passerais, selon toi, au niveau du développement de ton goût artistique, là? Mettons, est-ce que les voyages, ça serait un investissement que tu considérais qui t'aiderait à développer ton goût artistique? Mettons, aller dans des défilés de mode. Est-ce que c'est des trucs que tu fais? Oui, bien, c'est sûr que moi, je suis une personne qui adore apprendre, surtout apprendre sur le field, comme ils disent, là, apprendre sur le terrain. Oui, les voyages, c'est sûr, ça a un impact. Est-ce que je le mets directement que, OK, ben parce qu'il faut que je développe des nouveaux produits, je vais faire un voyage? Non, pas forcément, mais c'est sûr que ça m'ouvre les yeux, ça me donne beaucoup de... Ça te va peut-être, je sais pas, mais si tu t'en vas en Europe, il y a peut-être des tendances là-bas qu'il n'y a pas encore ici, donc c'est sûr que ça peut t'épanouir. C'est sûr qu'à chaque fois que je voyage, à chaque fois que je vais à quelque part d'autre, je vais tout le temps... Je me garde quelques heures là, pour aller comme visiter, aller avoir des nouvelles idées, voir qu'est-ce qui se donne ailleurs, les nouvelles boutiques, est-ce qu'il y a des boutiques qui pourraient être intéressantes, non seulement pour vendre, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des boutiques qui seraient intéressantes pour faire des partenariats ou c'est quoi les nouveaux designs qu'ils ont développés ou quoi que ce soit. Fait que c'est sûr que je consacre, peu importe, être entrepreneur, c'est de travailler tout le temps. C'est vraiment tout le temps. Même quand tu dors, tu travailles. Puis, même quand je décide de voyager, ben, je mets pas la clé dans la porte puis je reviens pas dans 3 semaines. Je continue à travailler pendant que je suis ailleurs. Puis, travailler, c'est pas autant... on dit, le travail, on associe ça souvent à quelque chose qui est négatif. C'est une tâche à faire, c'est quelque chose à accomplir. Quand on est entrepreneur ou qu'on travaille vraiment de sa passion... c'est pas forcément d'être entrepreneur, d'être passionné. Tu peux être passionné dans le travail que tu accomplis. Tout à fait. Donc, quand tu es passionné dans ce que tu fais, tu vois pas le temps passer puis ça te fait vraiment plaisir de travailler puis tu t'en rends pas compte que tu travailles. Fait que pour moi, d'aller chercher des idées ailleurs, ben c'est pas vraiment du travail, mais ça l'est quand même. Mais ouais, fait que quand je voyage, c'est sûr que... Pour vrai... Ça a l'air d'être vraiment... Tu sais, si tu considères pas ça du travail, mais c'est du travail, je pense qu'on peut s'entendre, une passion. C'est vraiment cool à ce niveau-là d'être entrepreneur. Parfait. Fait que, as-tu une équipe qui t'aide au niveau des designs où ce sont vraiment tes créations à toi, signées Audrey-Anne Amnotte? Les créations, c'est 100% Amnotte. C'est moi qui fais le design, qui fais le développement des produits, des échantillons, même faire la confection des patrons pour faire le produit fini par la suite.
C'est sûr que moi, avant tout, oui, j'adore faire ça. J'adore faire de la couture, mais j'aime autant plus, sinon plus, l'aspect de business. Fait que quand le moment va se présenter, ça va me faire énormément plaisir de travailler avec d'autres designers qui ont autant des bonnes idées que moi, qui sont aussi passionnés que moi pour faire la création des produits. Fait que oui, actuellement, c'est moi qui le fais, mais c'est certain qu'éventuellement, je m'attends à travailler avec d'autres personnes. Parfait. Donc, cette question-là va clore le segment sur le processus de création. Donc, on va passer au processus de conception. Donc, les matériaux que tu utilises, en fait, on peut-tu aller plus en détail? Donc, les matériaux que j'utilise, quand j'ai démarré, je voulais vraiment être concentrée seulement sur le jogger fleece qui se trouve à être le coton watté, là, comme on connaît. Là. Parce que c'est plus facile, quand tu te lances en affaires ou peu importe, c'est plus facile de se concentrer sur un élément puis de développer sur cet élément-là pour concevoir. Donc, moi, par exemple, je peux pas juste faire un produit. Je dois faire plusieurs produits. Mais la façon de pouvoir contrôler les coûts, contrôler la qualité, la production et tout, c'était d'avoir seulement un type de matériel avec lequel je travaille, puis que je développe différents produits de ça. Donc, initialement, c'était vraiment de travailler seulement avec le coton watté. Puis, par la suite, de développer des pantalons, de développer des shirts. Je pouvais même faire des cotons wattés, des T-shirts. J'en ai sur mon site actuellement, même des T-shirts. Par la suite, je me suis rendu compte que peut-être que d'extend un peu, de diversifier un peu cette gamme-là, ben ça peut être intéressant aussi, tout en restant un peu dans le même concept. Donc, j'ai décidé d'aller travailler avec le Bamboo Terry, qui est un peu une alternative, on va dire, du coton watté, mais pas vraiment. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus similaire à ce qu'on utilise pour faire les T-shirts. Mais la confection de la fibre en tant que telle, c'est le terry, ça peut être une forme de coton watté. Donc est-ce que ça ici, ce que je porte, ça, c'est du jeans? Oui. Ça, est-ce que c'est le fleece? Oui, ça, c'est le jogger fleece. Puis ça, va être le bamboo terry. Okay. Donc, la fibre est tissée d'une certaine façon qu'il y a du jogger fleece qui est fait de la même façon. Donc, les fibres, ils vont être embarquées une dans l'autre comme des chaînettes. OK. Ce tissu-là, il est beaucoup plus résistant. Il est beaucoup plus lourd. Il y a vraiment comme... Il n'est pas fin. C'est vraiment un tissu qui est plus lourd, mais qui respire super bien parce que c'est du bambou puis du coton. Écoute, j'ai même pas le choix avec mon veston, puis je suis vraiment, vraiment confortable au niveau du torse. C'est ça. Donc, j'ai été chercher quelques fibres. Puis, par la suite, après ça, je vais vraiment juste comme alterner pour le niveau des couleurs. Mais initialement, je travaille vraiment avec le jogger fleece. Je travaille avec le bamboo terry. Puis sinon... Du cuir, peut-être? Oui, j'ai du cuir. Le cuir que j'utilise, c'est seulement des retailles de cuir. OK. Ou sinon du cuir recyclé. Donc, quand on dit des retailles de cuir, est-ce que c'est ce que les magasins n'utilisent pas ou les fournisseurs? Donc, juste développer un peu sur ça. Dans le fond, ce que je fais, j'ai une boutique avec qui je fais affaire à Montréal qui vend le cuir. Puis, toutes les retailles, toutes les leftovers qu'ils ont, ils les mettent comme dans un panier que tu peux t'achètes comme... Dans le fond, tu l'achètes comme au sac. OK. Fait que c'est à peu près 25 $ du sac. Puis, je peux remplir le sac de toutes les fibres, toutes les matières de cuir que je veux. Ça permet de réutiliser au maximum. Donc, actuellement, il peut rester une retaille qui est à peu près grosse comme ça. Puis, par la suite, que je vais le faire, il va me rester vraiment un petit coin. Ça permet aussi d'offrir la possibilité d'avoir différents produits, mais à un prix vraiment raisonnable. D'avoir de la diversification sans forcément que le coût... Parce qu'habituellement, plus tu développes différents produits, plus ça coûte cher parce qu'il faut que tu achètes les matériaux puis il y a certains minimums à respecter. Mais dans ce cas-ci, j'ai pas de minimum à respecter. Donc, je peux aller laisser ma créativité puis avoir vraiment des produits 100% uniques. Donc, sur tes produits, là, c'est quoi, en fait, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ton site web? C'est quoi l'offre de boutique Amnot? L'offre de boutique Amnot, dans le fond, c'est des vêtements qui sont confortables avant tout. Donc, tout ce qui va se trouver sur le site web, ça a été conçu initialement pour le confort. On va avoir des pantalons de survêtement, on va avoir des shorts pendant l'été, autant pour les gars que pour les filles. Donc, j'offre les deux sexes. J'ai eu énormément de demandes pour les enfants. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'en vient prochainement aussi. Sinon, il va y avoir tout ce qui est les hauts. T-shirts, manches longues, coton watté, crewneck, qui sont, eux, avec les collets au lieu d'avoir un capuchon. Donc, c'est ça. Pour le cuir, de ce que j'ai compris, mettons, la commande de Sauté Baise, j'imagine que
Tu offres aussi des accessoires. Donc, on a parlé de pochettes d'ordi. Est-ce que tu fais des portefeuilles? Donc, j'ai les pochettes d'ordinateur portable qui sont disponibles dans les accessoires. J'ai des pochettes à passeport qui sont disponibles. Donc, les pochettes à passeport sont faites 100% de cuir, des retailles de cuir, évidemment. Puis, sont personnalisables aussi, dépendamment des gens. Mais c'est ça. Fait qu'ils sont vraiment... Personnalisable, tu veux dire, tu peux en faire sur commande? Oui, sur commande personnalisée. Fait que si quelqu'un veut pour son entreprise ou quoi que ce soit, mais je peux ajouter les initiales de la personne dessus. Est-ce que tu peux mettre des logos aussi? Oui. Mais ça peut être vraiment intéressant. Ça peut faire un très beau cadeau personnalisé. Est-ce que c'est des trucs... Est-ce que tu peux faire ça, mettons, je voudrais acheter ça à ma copine. Est-ce que je pourrais juste en commander une ou il faut que ça soit par batch? Ben ça dépend. Donc, si on veut un logo qui est très particulier, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait des minimums parce que moi, il faut que je développe le logo à l'externe pour avoir, par exemple, le stamp ou peu importe. Pour tout ce qui est au niveau des initiales, écrire des mots, quoi que ce soit, bien, ça peut être vraiment comme au compte-gouttes. Donc, quand on fait la commande, on a juste à envoyer simplement soit un courriel ou écrire dans la commande qu'on veut une personnalisation, puis on identifie c'est quoi le niveau de personnalisation qu'on fait, puis après... Est-ce qu'il y a des surplus? Est-ce que tu charges plus pour ces... Wow! Vraiment cool. Parfait. Donc, à combien s'élève le temps de création pour chacune de tes gammes de produits? Mettons, combien de temps ça te prendrait faire justement un porte-passeport versus un T-shirt ou un jogger? C'est sûr que ça dépend vraiment du niveau de complexité du produit. C'est extrêmement différent. Ça peut... Puis l'autre chose aussi, c'est le premier item, il est tout le temps plus long à faire. Ouais. Après ça, c'est de développer. Puis la courbe d'apprentissage est vraiment comme... Ça a vraiment un impact sur le type de produit. Dans le fond, la confection, ça peut me prendre, dépendamment du produit, ça peut prendre entre... Tu sais, quand on va dire, mettons, au moment où je suis experte dans ce que je fais, ça peut me prendre à peu près entre une trentaine de minutes jusqu'à peut-être 2 heures, dépendamment de la complexité. La production est-elle faite maison? Oui, donc la production est faite 100% maison. Jusqu'au moment où on a... beaucoup de quantité à produire. Okay. Donc, quand nos minimums sont quand même assez élevés, on va faire affaire avec d'autres entreprises locales qui spécialisent seulement dans la confection. Donc, on amène, par exemple, le prototype, on amène les patrons, les matériaux, puis par la suite, ils s'occupent de la coupe et de la confection, ce qui est beaucoup plus simple que si on le faisait maison. Pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans cette industrie-là, puis qui voudrait faire une production maison, c'est quoi les équipements qui lui sont essentiels que tu trouverais que c'est primordial d'avoir pour arriver à ces fins-là? Initialement, c'est certain que c'est important d'avoir une machine à coudre, bien évidemment, si on veut faire de la confection de vêtements. Je pense pas que c'est nécessaire d'avoir forcément de l'équipement professionnel. Ça dépend vraiment à quel niveau on veut l'apporter. Quand j'ai décidé vraiment de me concentrer là-dessus, ben moi, j'ai décidé personnellement de m'équiper avec des machines à coudre professionnelles. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus efficace. Puis, ça fait vraiment comme, tu sais, un fini beaucoup donc, c'est le output, donc le produit final, au final, il va en ressortir mieux que... Quand on fait ça plus ici et là, tu sais, qu'on veut vraiment faire tu sais, comme commencer une petite entreprise, mais que c'est pas vraiment quelque chose qu'on va en faire à temps plein ou quoi que ce soit pour commencer, ben c'est très correct d'avoir une machine de maison. Puis travailler de ça, tu sais. Puis après ça, une paire de ciseaux, là, tu sais, c'est pas très compliqué, c'est pas... Puis j'imagine que tu peux être très créatif, puis il y a plusieurs façons d'arriver à la même fin. Oui, 100%. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui le font à la main aussi, tu sais, qui cousent à la main. Ouais. Je dirais que la production, j'ai une grande partie qui est faite à la main, mais, tu sais, la finition à la fin de la journée, c'est beaucoup plus rapide puis efficace de la faire à la machine. Donc, moi, je me suis équipée d'une machine à coudre qui est dite plain, qui se trouve à être elle qui fait juste un fil droit. J'ai une machine à coudre industrielle de ce calibre-là. Par la suite, je me suis équipée d'une overlock qui se trouve à faire les finitions qu'on a dans les chandails habituellement. Donc, tout ce qui est comme un peu comme tissé. Ça, c'est une machine qui fait ça, mais tu n'es pas obligé forcément de l'avoir. C'est sûr que, par exemple, qu'on vend des vêtements, à moins qu'on fasse des coutures qu'on ne voit pas, ben c'est quand même quelque chose qui est essentiel là, pour avoir un fini. Là. On parle d'investissement, mettons, un chiffron. Une machine à coudre, moi, j'ai jamais acheté ça neuf. J'achète seulement usagé. Bon. Il y en a beaucoup de magasins dans le coin de Chabanel qui offrent des refurbished, justement. Moi, donc, refurbished, c'est des remises en état. Oui, des remises en état.
Puis ils offrent même des garanties sur les machines. OK. Je conseille même d'acheter des machines qui sont usagées, qui ont quelques années, parce qu'ils sont faites avec des meilleurs matériaux. Donc, c'est fait avec de la fonte, c'est beaucoup plus résistant, puis ça passe les années, versus aujourd'hui qui vont utiliser des matériaux comme l'aluminium pour les concevoir, puis qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait des bris. Souvent aussi, les machines refurbished, puis qui sont remises en état ou qui sont usagées, sont moins chères aussi. OK. Fait que c'est un win-win, comme on dit. Puis, dépendamment, c'est quoi? On parle d'une centaine de dollars jusqu'à, ça peut être plusieurs milliers, bien évidemment. Mais, tu sais, par exemple, moi, la plainte que j'ai achetée industrielle, je pense que j'ai peut-être payé 250 $, ce qui est quand même assez raisonnable parce qu'avec 250 $ aujourd'hui, on peut pas acheter grand-chose. Non, c'est ça. Sinon, tu sais, après ça, qu'on va dans des machines beaucoup plus spécialisées, c'est des 800 $ et plus. J'ai décidé de m'équiper d'une table de coupe aussi parce que je faisais énormément de coupes, puis de faire ça sur un bureau ou de faire ça par terre, c'est pas l'idéal. Non, effectivement. Fait que j'ai une table de coupe que j'ai décidé d'acheter. Encore là, je l'ai acheté usagée, Kijiji. Puis sinon, c'est ça. Fait que c'est vraiment, tu sais, ça peut vraiment être propre à chacun, mais t'as pas besoin d'un énorme investissement initial pour pouvoir avoir une petite business. Là, je suis sûr que cette question-là va vraiment dépendre ou varier. La réponse va varier d'item en item. Mais mettons, là, globalement, si on veut passer, mettons, de la table de dessin à un produit fini, combien de temps que ça te prendrait, mettons, pour un T-shirt? Est-ce qu'on parle de 3-4 heures? Est-ce que c'est un processus d'une journée? Ou... pour un T-shirt, c'est certain que... c'est sûr que peu importe c'est quoi le produit, oui, on pourrait le faire en 1 heure. Je vais être honnête, ça peut se faire hyper rapidement. Est-ce que c'est le plus efficace? Est-ce que tu atteins vraiment le produit que tu veux sincèrement comme avoir? Peut-être pas. Possiblement que non. Un T-shirt comme, par exemple, lui que tu portes présentement, c'est un T-shirt qui est dit long tee, donc qui est un peu plus baveux à l'avant. C'est pas une coupe qui est hyper complexe. C'est pas quelque chose qui est inédit. Ça a déjà été fait par le passé. Donc, c'est sûr que c'est plus rapide à faire. Puis là, tu as master comment faire ça probablement, donc ça doit aller vraiment, vraiment plus vite que ton premier T-shirt. Puis, évidemment, une fois qu'on a fait le dessin, une fois qu'on a fait le prototype, par la suite, c'est simplement un niveau de confection. Donc, on recommence pas, quand on veut faire un nouveau T-shirt, on recommence pas les étapes de zéro. On les commence probablement à 50 ou 60, là, à peu près sur 100, tu sais. Puis, donc, c'est ça. Fait que ça peut prendre, je dirais, pour le T-shirt, c'est comme le modèle que tu portes, ça m'a même pas pris une journée à développer, évidemment, parce que c'est pas un modèle qui est hyper complexe. Par exemple, c'est certain que le premier que j'ai fait versus le dernier, je l'ai amélioré. Tu sais, j'ai peut-être rallongé le produit. Je l'ai peut-être fait moins accentué au niveau de la taille. Fait que c'est sûr que par la suite, tu l'adaptes, mais le processus créatif initial, dépendamment c'est quoi, c'est pas... Ça me prend rarement vraiment plus qu'une journée pour développer un produit, mais je peux dire que j'ai encore des projets aujourd'hui que j'ai assez développés que finalement, quand c'est venu le temps de faire le prototype, ça fonctionne tout simplement pas. Fait que je dois comme le retravailler puis faire des alternatives. Je dois trouver une alternative pour que ça fonctionne. Là. Excellent. Ça va clore le processus de conception. On passe au public cible. Donc, tes créations sont pour qui exactement? On parle souvent de se trouver un persona en affaires. Oui, persona, exact. Si je connais des gens, si j'ai des gens que je connais qui vont écouter cette vidéo-là, ils vont peut-être rire un peu de moi parce qu'on a tellement comme focusé là-dessus. Puis j'ai encore de la difficulté à croire en le persona, même si je les ai développés. Tu sais, à la base, moi, dans le fond, la public cible que je ciblais, c'était un jeune professionnel ou une jeune professionnelle qui a un look un peu plus urbain, qui le week-end, tu sais, comme aime sortir, mais qui aime aussi le bien-être. Fait que, tu sais, qui aime aller au gym et tout. Tu sais, souvent, on parle moins d'âge, mais on parle plus du lifestyle. Oui, ça vient en jeu, mais au bout du compte, quand c'est le temps de lancer les produits, de voir qui achète, c'est là qu'on sait vraiment c'est qui notre public. Fait que de dire, tu sais, oui, ça se peut que sur certains produits, on l'aille puis que ça soit comme exactement qu'est-ce qu'on pensait. Mais souvent, c'est pas la réalité. Non. J'ai eu quand même pas mal de ventes depuis mes débuts, 2 ans. Mais je pourrais pas dire que j'ai un pattern exact du type de clientèle que j'ai.
C'est sûr que les produits, c'est un peu plus dispendieux. C'est pas tous les jeunes qui veulent acheter ça, bien évidemment. Souvent, sinon, ça va être les parents qui vont aller magasiner, qui vont acheter. Ou des cadeaux encore. Exact. Ça va être des cadeaux qui vont être donnés. Mais de façon générale, j'étais quand même plus ou moins exact sur le type de persona que j'avais. C'est un client qui est très bon pour moi. Les jeunes qui travaillent, par exemple, dans des bureaux, soit comme avocats. Ils cherchent quelque chose de confortable, ouais, quelque chose qui peut... Quand ils vont sortir, qui est confortable, mais qui se présente bien d'une manière qui est quand même quand assez ils vont professionnelle. sortir du travail, quand ils vont sortir du cadre formel, ben, ils veulent être confortables, mais ils veulent avoir un look aussi parce qu'ils ont une certaine image qu'ils veulent garder. Puis comment est-ce que tu rejoins ces gens-là? C'est sûr que par les réseaux sociaux, ça fait quand même un bon impact, mais c'est pas toute ma clientèle qui va être sur les réseaux sociaux. Ou dépendamment du type de clientèle, ça va être une plateforme plus qu'une autre. Ah ouais. J'ai quand même beaucoup de clients qui sont dans je dirais, 35 et plus, mais même 40 et plus. Puis ces gens-là, c'est pas des gens qui sont fervents d'Instagram, par exemple. C'est plus de notre génération. Donc, ces gens-là, ça va probablement être plus au niveau de Facebook. Sinon, ça va être de faire du targeting, du ciblage. Donc là, on parle, est-ce que c'est des publicités ciblées, mettons, à travers Facebook? Soit des publicités à travers Facebook ou sinon à travers Google. OK. Fait des AdWords avec des mots-clés. On va faire des publicités Google qui vont apparaître, par exemple, quand ils vont sur différents sites. Exact. Donc, mettons que je vais naviguer sur un site, par exemple YouTube, mais ça serait le genre d'annonce que je verrais à côté, à droite de mon écran, exact. à côté du scrolling bar. Exact. Okay. C'est sûr que d'aller cibler les gens à travers des publicités, des publications, ça coûte quand même assez cher. C'est un bon investissement à faire. Moi, je suis pas vraiment fervente de tout ce qui est papier. Je suis plus numérique, bien évidemment. Parce qu'on est vraiment dans cette ère-là, puis ça vient vraiment juste à ça. Mais pour moi, une autre façon qui est extrêmement importante d'aller chercher la clientèle, c'était de faire la vente en gros. Donc, d'aller chercher les clients directement dans les magasins ou qui magasinent déjà. Pour moi, c'était une bonne opportunité justement de... Tu sais, oui, il y a un coût qui est relié à ça, mais je le considère comme un coût marketing. Donc, il va être présent sur place en magasin jusqu'à temps que la personne l'achète. Puis, tous les clients qui vont avoir passé dans le magasin vont l'avoir vu. Fait que ça me donne quand même une visibilité directe qui est outre que en ligne, puis qui n'est pas papier. Fait que, je vais vraiment avoir un contact direct avec le client. Bon, c'est super. Qu'est-ce qui fait d'une création un succès auprès du public, selon toi? Je crois que c'est quand même assez relatif, mais en ce moment, je dirais que c'est l'unicité des produits. Je dis l'unicité des produits parce que c'est des produits qui sont différents, qui ne sont pas forcément disponibles sur le marché. Tu sais, même le T-shirt, par exemple, même s'il y a une coupe qui est quand même assez conventionnelle, standard aujourd'hui sur le marché, c'est quand même un produit qui est différent par les fibres qui ont été utilisées pour le faire, soit au niveau de la longueur. Donc, les gens vont aimer les produits Amnot parce qu'ils sont différents de ce qu'ils peuvent trouver sur le marché. Puis, unicité aussi parce que aucun produit est pareil. Même le chandail que tu portes, tous les T-shirts sont quand même similaires, mais il y a tout le temps un morceau de jeans recyclé qui va être qui va être ajouté au vêtement, qui va faire qu'il n'y a jamais un morceau qui va être pareil. Donc, ton T-shirt gris que tu as acheté... Fait que chacun de tes produits a une personnalité. 100%. Selon toi, donc étant entrepreneur dans ce domaine-là, c'est quoi tes constats quant au mode de consommation des gens en 2020? Est-ce que c'est une consommation rapide? Est-ce que c'est une consommation qu'on qualifierait intelligente? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? C'est une consommation qui est extrêmement rapide. C'est buy now, want now. Okay. Donc, j'achète maintenant, je veux le recevoir maintenant. C'est sûr que ça a eu un impact. Ça, c'est bon sur ton entreprise, non? Oui, mais en même temps, les gens sont moins patients. OK. Donc, je donne un exemple. Si vous achetez un vêtement sur le site qui doit être confectionné, ben ça va pas être livré demain matin. Puis même si je voulais que ça soit livré demain matin, les chances que ça arrive sont très limitées. Amazon a eu un impact assez important à ce niveau-là, d'avoir la livraison le lendemain, qui n'est pas forcément tout le temps garanti. Oui, c'est garanti, mais par la suite, ça dépend vraiment du livreur, du système de livraison.
Donc, par la suite, c'est la même chose, c'est le même principe. On me dit que c'est garanti demain, je le reçois pas demain, ben je vais être une cliente plus insatisfaite. Fait que ça revient au même principe pour le processus de consommation sur d'autres sites. Moi, je suis quand même assez choyée. Pour Boutique Amenotte, les clients sont pas vraiment... En fait, je dirais que les clients sont pas exigeants. Ils savent à quoi s'attendre. Ils savent qu'est-ce qu'ils achètent. Ils achètent un produit qui est confectionné à Montréal. Ils achètent un produit qui est unique. Ils achètent un produit qui est vraiment... Surtout d'une entreprise émergente et en pleine croissance. C'est ça. Puis ils achètent avant tout un produit qui est plus sain. Fait que, tu sais, dire « je veux l'acheter, je veux l'avoir maintenant, je veux l'avoir demain », ils acceptent d'attendre un peu plus. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, si jamais... Tu sais, les gens sont flexibles. Ce que je vais faire, dépendamment de où qu'ils habitent, je fais la livraison à la porte, moi-même. Donc, au lieu de passer par un service postal qui va souvent avoir des intermédiaires, ben moi, je vais aller le porter moi-même, je vais me présenter et tout. Fait que ce qui fait vraiment une différence, puis ça, peu importe l'industrie, peu importe l'ère de l'industrie, le côté humain, ça fait vraiment toute la différence au niveau des clients. Donc, moi, je vais vraiment offrir un côté humain à mes clients. Je vais rentrer en contact avec eux, je vais leur offrir d'autres opportunités qu'ils n'ont peut-être pas vues sur le marché, tu sais, qu'ils n'ont pas vues forcément sur le site web ou quoi que ce soit. Je vais leur offrir d'autres options. Puis, par la suite, de simplement leur avoir demandé ce qu'ils voulaient vraiment, est-ce que ça répond vraiment à leurs besoins, de les remercier d'être nos clients, ça fait toute la différence. Parfait. Donc là, on va aller de l'avant avec le segment Money Talk. Donc, on va commencer avec l'aspect marketing. Comment est-ce qu'on fait pour croître une marque? C'est quelque chose que je peux dire que je ne suis pas encore experte. Je travaille encore là-dessus constamment. C'est sûr qu'il faut savoir initialement à qui qu'on parle. C'est de cibler son public, mais c'est aussi de savoir c'est quoi le message qu'on veut transmettre. Transmettre le bon message, ben c'est certain que les gens vont plus être réceptifs par la suite. Si on n'est pas convaincu du message qu'on transmet, ça va pas être bien, ça va pas être ça va pas être bien reçu comme peut-être qu'on l'espérait. Fait que c'est sûr qu'avant de faire quoi que ce soit au niveau marketing, il faut savoir à qui qu'on s'adresse, c'est quoi le message qu'on veut transmettre, est-ce que c'est clair, qu'est-ce qu'on veut dire, par quel moyen qu'on veut le transmettre, est-ce que à qui qu'on s'adresse. Dépendamment à qui qu'on s'adresse, c'est sûr qu'on va changer le moyen de la façon qu'on va transmettre le message. Donc, ton entreprise est assez active sur les médias sociaux. Combien de temps consacres-tu à la création de contenu pour ces 10 réseaux sociaux-là? Pas suffisamment. Malheureusement, c'est sûr que ça peut être un emploi à temps plein. Tu sais, comme je dis, tous les chapeaux que je porte, ça pourrait être des emplois à temps plein. Éventuellement, tu sais, oui, comme j'espère, puis je suis convaincue qu'on va se rendre là. Mais pour l'instant, j'ai pas le choix de diviser mon temps dans tous ces aspects-là. C'est sûr que le contenu, là, on est en train de travailler sur des nouveaux projets. On va avoir du nouveau contenu qui va être généré. Mais un aspect qui est hyper important à ne pas négliger, c'est le contenu, évidemment. Puis souvent, ça va être d'en prendre régulièrement. Fait qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, que ça soit un behind the scene ou, c'est dépendamment quel type de contenu qu'on est capable de créer, ça va être de savoir où le transmettre. Si, par exemple, je fais du behind the scene juste pour garder les gens actifs, ben je vais peut-être le poster comme un story. Ça va être quelque chose qui est éphémère, qui n'est pas forcément tout le temps disponible, mais les gens vont être curieux. Je vais attirer l'attention des gens, je vais dire que je suis encore là, puis que je crée des nouveaux trucs, que je travaille sur des nouveaux trucs. Donc, c'est toi qui gères tes comptes sociaux pour Boutique Amenotte. 100%. Parfait. Donc, au niveau des ventes, le commerce en ligne, comment est-ce qu'on fait pour garder une bonne santé financière malgré les nombreux les loyers ou les emplacements physiques? Le monde, ils vont moins, les loyers montent, les gens sont beaucoup plus tentés de tout acheter en ligne. Comment est-ce que ça impacte ta business? Ça, c'est extrêmement difficile à gérer. Moi, je suis... En fait, je tends plus vers le multiplateforme. Je crois vraiment en les différents canaux qu'on peut utiliser, que ce soit dans les canaux physiques, en ligne, les marketplaces, fait que en ligne où il y a plusieurs vendeurs. Je pense que la meilleure façon, tu sais, même d'utiliser les réseaux sociaux pour vendre, je pense que la meilleure façon d'avoir une bonne stabilité, c'est d'être disponible à plusieurs endroits en même temps. C'est sûr que c'est plus de gestion, mais on ne se prive pas d'un marché, puis ça nous permet de tester les marchés, de voir qu'est-ce qui fonctionne le plus, qu'est-ce qui fonctionne le moins.
Par la suite, au niveau de en ligne, oui, c'est bon de faire de la vente en ligne. On pense que c'est plus facile, que ça coûte moins cher de faire de la vente en ligne, mais c'est faux. Parce que la réalité, c'est que quand on vend en ligne, on doit être présent. On doit nous présenter nous-mêmes. Un magasin physique, tu as une façade. Il y a des gens qui vont marcher devant ta façade. Il y a des gens qui vont rentrer. Il y a des gens qui vont dire « Ah, je suis passé, j'ai vu telle boutique, tu devrais aller voir. » Donc, on va avoir du referral. Quand on fait une boutique en ligne, tant qu'il n'y a pas du trafic qui est mené vers notre boutique en ligne, tu ne la trouveras jamais. Une confiance à développer de fou quand même. À 100%. Mais juste d'amener des gens à aller sur le site, c'est extrêmement difficile. Quand j'ai créé mon site, initialement, personne ne pouvait trouver mon site web. Il n'était pas disponible. Aujourd'hui, on écrit Boutique Amnot. Certainement, je suis la première, sans exception. On peut écrire vêtements éco-responsables à Montréal. Il y a des très fortes chances que je vais être dans les 5 premiers. Si on écrit Amnot, tout simplement. Oui, il va sortir. Oui, wow. 100%. Donc, ça, c'est un gros plus, ça, c'est sûr. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment d'aller développer. Ça s'appelle des SEO. Donc, c'est un Search Engine Optimization. Ouais, exact. Plus que les SEO sont bons, plus que les termes sont précis, plus que de chances qu'on sorte. Ça, c'est toi qui gères ça ou comment ça marche? C'est moi qui gère ça. C'est sûr qu'elles sont peut-être pas optimales parce que je suis pas spécialisée en SEO. J'ai fait un cours dans ça, mais c'est pas forcément suffisant de le mettre en pratique. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, une fois qu'on travaille en ligne, c'est extrêmement difficile d'aller chercher les gens. Il faut savoir comment aller les chercher. Puis c'est là que ça coûte cher parce qu'il faut payer pour des AdWords. Il faut payer pour avoir du trafic, pour que les gens passent devant notre vitrine, qu'ils passent là. Par la suite, une fois que l'engouement est créé, c'est plus facile. On parle c'est plus au niveau exponentiel. Donc, si, mettons, j'ai 2 personnes, je fais 2 à la 2, ben ça fait juste 4. Mais si je fais, par exemple, 300 à la 2, là, on parle on parle de plusieurs milliers de personnes. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher des gens comme ça. Fait que c'est sûr qu'au début, initialement, investissement, tu sais, qu'on parle d'investissement, de financement ou quoi que ce soit, ou juste avoir un aspect plus concentré au niveau des finances pour la vente, je dis pas que d'aller en ligne, c'est la solution. Parfait. Puis toi, Boutique Amnot offre quand même un service, un produit beaucoup plus personnalisé, d'où l'importance d'avoir un emplacement physique. Ouais. Mais par curiosité, c'est quoi la proportion, toujours un estimé, de tes ventes physiques versus tes ventes en ligne? Je dirais que si je ne prends pas en compte les boutiques avec lesquelles je fais affaire ou que j'ai vendu, donc je prends pas en compte l'aspect grossiste, j'ai quand même beaucoup plus de ventes en ligne. Mais par exemple, si je mets tout ensemble, ça va être vraiment physique. D'avoir des ventes grossistes, c'est de garantir des revenus, ce qui nous permet d'avancer. C'est pas au compte-gouttes. On parle vraiment d'un volume qui est garanti. Fait que c'est plus facile par la suite, avec cet argent-là, de l'investir ailleurs, versus que quand on fait un lancement, on lance les produits, là, on doit attendre qu'un client à la fois achète. Ben, c'est moins garanti, c'est plus long aussi. Là, on a déjà parlé un peu du back-end operation des ventes en ligne, mais j'aimerais ça qu'on y aille un peu plus en détail. Est-ce que c'est plus compliqué pour toi au niveau de la gestion que le monde achète en ligne ou que ce soit en fait un channel de vente possible pour les consommateurs? C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de gestion parce que quand quelqu'un achète en ligne, on ne parle pas simplement de l'achat en ligne, c'est qu'il faut que la transaction est passée, il faut qu'on s'assure qu'il n'y a pas de fraude. Par la suite, il faut s'assurer que l'adresse de livraison, il n'y a pas d'erreur, c'est pas erroné. Par la suite, c'est l'envoi. Donc, il faut acheter l'envoi postal, il faut créer le paquet. Il y a beaucoup, beaucoup d'étapes dans une vente en ligne. Versus une vente physique. Les gens viennent vers toi, tout se fait en magasin, ils repartent chez eux. On met dans un sac en papier recyclé, puis le client part avec le morceau. Souvent, il va avoir moins de retours. En fait, je suis vraiment chanceuse, j'ai eu aucun retour jusqu'à maintenant. Ben, en fait, oui, c'est de la chance, mais en même temps, si le produit est bon puis que le fit est bon, mais écoute, moi, je pense que ça parle de soi-même. Est-ce que tu as des ventes ailleurs qu'au Québec? Oui. Effectivement, j'ai des ventes ailleurs qu'au Québec. Ça a commencé initialement avec les pochettes d'ordinateurs portables. J'ai eu des ventes jusqu'en Australie, jusqu'en Nouvelle-Zélande, l'Angleterre. Ça, c'est cool. Ça fait fureur quand même. La France, énormément aux États-Unis, puis beaucoup dans le reste du Canada. Oui, j'en ai quand même... Pour ce qui est de boutique en note, vraiment, ce qui est plus vêtements, oui, c'est énormément au Québec. C'est
pratiquement seulement au Québec. Mais tout ce qui est au niveau des accessoires, j'en vends partout. Est-ce que tu penses que Boutique Amnot est réputée pour ses accessoires à l'international plus que à ta gamme de, mettons, de linge? Oui, mais ça vient plus initialement du fait que les accessoires étaient disponibles partout avant les vêtements. Okay. Donc, on va probablement en revenir par la suite, mais j'ai lancé initialement la boutique sur Etsy. Donc, je vendais les accessoires seulement sur Etsy. Puis Etsy, c'est un marketplace, donc c'est une plateforme où plusieurs artistes, des gens qui veulent vendre, qui veulent vivre de leur art, vendent leurs produits. Puis ça, c'est disponible partout dans le monde. Donc, les gens de partout dans le monde vont trouver leurs produits qui magasinent soit par le moyen de confection, si c'est fait made to order, donc fait simplement personnalisé. Est-ce que ça vient de quel pays? Donc, la provenance. Donc, il y a tellement d'aspects sur lesquels que tu peux te concentrer, puis que le marché est donc, Etsy t'a ouvert les portes à une visibilité internationale. 100%. Quand j'ai commencé mes ventes, là, initialement, avant même d'avoir mon site web, j'étais seulement sur Etsy, comme j'ai dit. Puis, j'avais plus de ventes à l'international qu'au Québec. Donc, au final, c'est quand même bien de s'allier avec ce genre de plateforme-là parce que ça peut vraiment aider ton entreprise à croître. 100%. C'est une plateforme qui est très user-friendly. Fait que c'est très simple d'utilisation, qu'on n'a pas beaucoup d'expérience là-dedans. C'est une plateforme qui donne énormément de visibilité. Oui, on peut faire en plus on peut payer pour avoir un supplément de marketing sur la plateforme, mais c'est une plateforme qui est facile, qui est accessible, qui permet d'avoir accès à des clients sans même forcément avoir besoin d'aller les chercher. Puis, juste pour comme développer les produits, la mise en marché des produits, c'est super simple et accessible. Parfait. Donc, Etsy, ça marche pour toi. Instagram, j'entends beaucoup parler que Instagram, c'est super pour les business. Le monde achète à travers Instagram. Est-ce que toi, c'est possible d'acheter ton linge à travers Instagram? Oui, donc le linge est disponible sur Instagram. Dans le fond, c'est pas tous les vêtements qu'on va piner, taguer. Ouais. Tu choisis tu choisis ta sélection, puis c'est cette sélection-là simplement 100%, qui est sur Instagram. Parce que dans le fond, comment ça fonctionne pour mettre un vêtement en ligne sur Instagram, c'est dépendamment de la photo. Le produit, on va taguer le produit. Puis le produit, quand on clique sur le lien, ça va nous amener à acheter le produit. Ça t'amène sur ton site web directement? En fait, ça va amener le client à aller sur la section achat d'Instagram qui, par la suite, si tu vas de l'avant, oui, tu vas passer la transaction sur le site parce que Instagram n'offre pas un service de transactionnel. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, c'est facile quand même pour les clients d'acheter. Ils vont acheter plus dans un contexte lifestyle. Donc, ils aiment bien le look, ils aiment la photo, ils aiment le style. Ils se voient dans ce style-là, ils se voient dans ce look-là. Ah, OK, je vais aller voir le produit. Ils voient le produit. OK, il est à tel prix. Ça m'intéresse, je vais l'acheter. D'où l'importance d'avoir un Instagram épuré, très beau, tendance. 100%. Est-ce que ça marche pour toi, vendre à travers Instagram? Pas autant. Je dirais que oui, il y a des gens qui vont aller, mais est-ce qu'ils vont passer leur transaction directement par Instagram? Non. Dans les entreprises pour lesquelles ça va bien fonctionner, c'est pour des entreprises avec lesquelles ils font beaucoup affaire avec des influenceurs. Donc, si tu fais affaire avec des influenceurs qui publient les vêtements, par exemple, qu'ils portent ou quoi que ce soit, puis qu'après ça, ils font une mention à laquelle ils achètent chez Boutique Amnot, par exemple, que le lien vers Instagram, la conversion Instagram va être beaucoup plus forte. Okay. Moi, par exemple, actuellement, je fais pas beaucoup affaire avec des influenceurs. Je suis très sélective sur le type d'influenceurs avec lesquels je veux faire affaire. Puis, on est en développement, justement, à ce niveau-là. Mais... il faut que tu trouves, au final, un influenceur... Parce que ça va être un ambassadeur de ta marque. Il faut vraiment que l'influenceur croit en ton produit. Tu veux pas juste quelqu'un qui est populaire puis que, oui, il y a de la visibilité, mais s'il n'a pas à cœur ton produit, mais toi, ça t'aide pas plus 100%. dans tes C'est une question de fit avant tout. C'est beaucoup plus qu'une question monétaire. Puis, moi, je crois aussi énormément en le succès des gens, donc que ce soit entrepreneurial, que ce soit dans les sports, que ce soit, par exemple, au niveau de ils ont un type d'art qu'ils font en particulier, puis qu'ils ont tellement bien performé dans ce qu'ils font, ils ont une bonne visibilité à cet effet-là, je vais les encourager. Quand j'ai commencé Boutique Amnot, en fait, je faisais affaire avec... J'avais quand même un bon partenariat avec 2 skieurs
de l'équipe canadienne de ski acrobatique. Michael Kingsbury, pour les gens qui le connaissent. Puis Gabriel Dufresne, qui est sur l'équipe. Il y a une coupe de médailles à son cou, M. Kingsbury. Oui. C'est sûr que, par exemple, pour ce qui est au niveau de Michael, il y a beaucoup de partenariats. Il y a des excellents partenaires pour ce qui est de... pour tout ce qui est au niveau des médias et tout. Malheureusement, c'est sûr que pour moi, je peux pas les égaler. T'sais. Quand on travaille avec des Under Armour, on travaille avec des Oakley, je suis pas au niveau. T'sais. Mais Gabriel, lui, qui est sur l'équipe aussi, puis qui probablement risque de se rendre aux Olympiques, aux prochains Olympiques d'hiver. Lui, par exemple, c'est une personne qui est super, autant que Michael, qui est super, quand même très bien connu dans son milieu. Il est super attentionné, il est dévoué, il adore les produits, il ne jure que par ça quand il voyage. Il porte ses pantalons constamment. Puis pour moi, de l'encourager dans ce qu'il fait à ma façon, c'est ce qui fait vraiment la différence dans une relation. En quelque sorte, puis si ça marche pour lui, ça marche pour toi, puis c'est bon. Exactement. Fait que c'est plus une question de relation, c'est un bon fit avant tout, puis après, si la business suit, ben tant mieux. T'sais. Exactement. Donc là, une question un peu plus ouverte. Que doit faire une marque montréalaise, toute jeune comme la tienne, pour tirer son épingle du jeu contre des géants tels que Lululemon, Zara, H&M? C'est sûr que à la base, il faut savoir que je ne suis pas dans le même marché qu'eux. T'sais, c'est sûr que j'ai pas la même entrée de gamme. Je suis pas rendue là. Je suis une start-up versus une entreprise bien établie. On peut pas les comparer. C'est pas... si je m'en viens à être là, tant mieux. De toute façon, c'est sûr que moi, je veux pas faire de la vente comme over-consuming. Je veux pas que les gens... Eux, c'est vraiment le fast fashion, puis eux, ils respectent vraiment le truc « I want it now », puis that's it. Oui, exact. Fait que c'est sûr que pour moi, je les vois pas vraiment comme la compétition. Okay. C'est certain qu'un client que je peux avoir va probablement magasiner à ces boutiques-là aussi, mais à la fin de la journée, s'il vient magasiner chez Amnott... C'est pour des besoins spécifiques. Exactement. Fait que, c'est pas une compétition directe. Ils vendent pas la même offre que j'ai. Quand je suis rentrée, en fait, que j'ai commencé à vendre chez Jeans Atelier, Jeans Atelier, qui est un partenaire officiel de best-seller, donc qui vend du Jack & Jones, qui vend du Only. En fait, toutes les marques qui sont connexes à... Only & Sons? Oui. Donc, toutes les marques qui sont connectées à best-seller, c'est sûr que j'étais un peu craintive. J'étais bon, je suis pas aussi bien connue qu'eux. J'offre pas la même gamme de produits qu'eux. Je suis une gamme qui est beaucoup plus dispendieuse que leurs produits. Les produits sont faits locaux, mais ils n'ont pas vraiment le même style. Fait que je me suis remis beaucoup en question. Puis, avoir l'offre directe en même temps. Donc, tu pouvais choisir entre le T-shirt Amnott ou tu pouvais choisir entre leur basic à eux, Jack & Jones, qui était la moitié du prix, par exemple, sinon moins. Ben, j'ai quand même eu énormément de ventes au niveau des produits Amnott parce qu'à la fin de la journée, même s'ils offrent un produit qui est peut-être similaire... Ton positionnement concurrentiel fait en sorte que t'es pas dans le même game qu'eux autres. 100%. Parfait. Mais écoute, ça, moi, je pensais que vous étiez dans la même industrie, mais là, on dirait que l'industrie se divise par gamme de produits. Wow. En tout cas, je viens d'apprendre de quoi. Donc, tu opères dans une industrie où tu n'as presque pas le choix de te conformer aux règles du jeu. Donc, offrir des promotions Black Friday, les promotions du temps des fêtes. J'aimerais ça comprendre comment est-ce que ce genre de promotion-là impacte ton industrie. Est-ce que ça accroît ta visibilité auprès du public? D'un point de vue financier, est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est bien? Je suis pas la plus grande fervente des promotions. Oui, je crois que c'est bon d'avoir certaines promotions ici et là. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que le produit, comment qu'on le vend, le prix auquel on l'offre va dépendre justement, va avoir un enjeu sur les promotions qu'on va faire, sur le type de clientèle qu'on va aller chercher. Si on est une marque qui offre constamment des promotions, les clients vont qu'acheter quand il y a des promotions. Donc, si on fait, par exemple, pour le Black Friday, moi, j'ai pas garanti que je ferais des promotions pour le Black Friday. J'en ai offert parce que finalement, en magasin, j'avais plus ou moins le choix. J'ai, par exemple, pas offert les mêmes promotions que le magasin. Donc, mes promotions étaient beaucoup plus faibles. C'était, par exemple, tu achètes un item, tu as le deuxième à moitié prix. Donc, tu as un 25 % plus ou moins.
Puis, le frais d'offrir des promotions différentes ou qui sont vraiment ciblées particulières, les gens ne vont pas forcément attendre la promotion pour acheter. Donc, s'ils veulent acheter, ils vont acheter maintenant. Puis, si la promotion se présente puis ils sont là, tant mieux, ils vont acheter. D'avoir tout le temps des promotions, tout le temps avoir des liquidations, les gens vont penser que la valeur réelle du produit est beaucoup moindre, est diminuée, que le produit est peut-être pas forcément de qualité ou que l'entreprise n'est pas saine. Donc, il y a une vraie psychologie en arrière de tout ça. Puis souvent, les consommateurs, on s'en rend pas forcément compte, mais ça devient inconscient. Donc, je donne un exemple. Si on va chez Zara, là, c'est tout le temps en promotion. Pourquoi? On the other hand, Louis Vuitton, toutes ces grosses marques-là, jamais. Non, exactement. Fait que ça va aller développer un différent type de clientèle. La clientèle qui va aller magasiner chez Louis Vuitton n'aura pas de problème à payer le prix parce qu'ils savent que ça va pas être en spécial, ça va garder sa valeur. Une personne qui va magasiner, par exemple, chez Zara, bien, elle sait que la semaine prochaine, l'item qu'il a probablement acheté va être en spécial. Donc, peut-être qu'il va regretter son achat, il va peut-être vouloir le retourner, il va peut-être vouloir attendre, voir s'il va être disponible la semaine suivante, puis il va associer ça aussi au fait que, peut-être que c'est pas aussi de bonne qualité, c'est plus tendance, c'est plus... Fait il y a tellement d'aspects qui sont reliés au fait d'avoir des promotions ou non, que pour moi, personnellement, je préfère ne pas forcément embarquer dans cette game-là. Audrey, je viens d'avoir un flash tantôt. On a discuté du fait où tu as mentionné que tu allais avoir prochainement une ligne pour les jeunes enfants. On parle de quel âge à quel âge? En fait, j'aurais possiblement une collection pour bébés, donc les nouveau-nés 0 à 2, 3 ans. Exactement. Puis sinon, ça va être jeunes enfants, donc on dirait 3 à peut-être 8 ans à peu près. Parce que les adolescents, à la fin de la journée, s'ils veulent acheter le produit, est quand même disponible sur le site. C'est sûr que c'est quand même un produit qui est quand même assez dispendieux. C'est un âge où le corps, la morphologie change encore énormément. Beaucoup. Fait qu'est-ce que tu investirais ou tu achèterais un truc à un prix plus élevé, sachant que peut-être l'année prochaine, tu ne le porteras plus? 100%, c'est ça. Donc, c'est certain qu'il faut aller s'adapter à ce niveau-là. Des vêtements pour bébés, c'est des vêtements qui ont beaucoup moins de textile. Les confections sont beaucoup plus rapides à faire, c'est moins long. Donc, c'est sûr qu'on peut offrir des prix quand même assez plus compétitifs. Après, au niveau de la vente pour jeunes enfants ou quoi que ce soit, bien, c'est sûr que sur un aspect sur lequel je voudrais travailler, c'est d'offrir peut-être une promotion ou un système sur lequel les gens vont peut-être payer moins cher s'ils ramènent leurs items ou, c'est sûr que c'est à travailler, mais j'enlève pas l'idée, l'option de dire que oui, les produits vont peut-être être un petit peu trop chers pour ce type d'âge-là. Fait que c'est juste d'adapter le niveau de la vente. Donc, écoute, c'est déjà presque la fin de l'enregistrement. Donc là, on va parler de ta vision long terme. Parle-nous de ta stratégie d'expansion. Où est-ce que tu aimerais voir ta boutique d'ici 5 ans? Au niveau de l'expansion, c'est certain que j'aimerais ça avoir à long terme, avoir une boutique physique, un flagship, comme qu'ils appellent, une boutique mère, où que les gens peuvent vraiment venir magasiner, qu'il y a une offre... la personnalisation est disponible en tout temps à travers différents designers. Aussi d'avoir une manufacture peut-être, mais pas forcément une manufacture parce qu'on ne parle pas de énorme volume, mais vraiment confectionné, pas dépendre de sous-traitants. Une bonne production implantée à Montréal. Sinon, d'accroître les ventes en ligne, bien évidemment, puis d'être disponible vraiment partout sur tous les marchés. J'avais différents modèles d'affaires que j'avais un peu analysés pour vendre sur différents marchés. Donc, d'avoir un peu l'aspect Amnot disponible dans différentes grandes villes dans le monde, de cibler les villes puis d'adapter un peu les produits au type de clientèle de ces villes-là. Fait que ça, c'est vraiment à long terme, mais je pense que ça pourrait être un aspect qui est super intéressant, qui est très différent puis sur lequel on peut travailler. Mais écoute, c'est des objectifs ambitieux et très, très stimulants. Écoute, j'ai eu la chair de poule. Moi, j'adore ça, toujours entendre les objectifs, mais la finalité de la mission des entrepreneurs d'aujourd'hui. Je terminerai avec une question concernant des partenariats, des collaborations éventuelles. Toi, c'est quoi ton point de vue, mettons? Est-ce que tu t'associerais avec des plus grandes marques? Toujours des marques qui respecteraient tes valeurs, évidemment, mais est-ce que c'est une avenue qui est possible pour toi? Oui, 100%. C'est une avenue que j'offre même quand je me présente aux différentes boutiques, que ce soit des boutiques de vente au détail ou des marques de vêtements.
Je pense que de s'unir, ça peut vraiment faire une différence. Quand on s'unit, on fait la force. Puis, l'autre chose aussi, ça vient développer les deux différents marchés. Ça vient attirer l'intérêt des gens aussi, des clients. Puis, fait que, tu sais, à mon humble avis, je pense que c'est que du positif. C'est de savoir justement avec qui qu'on s'allie. Puis même au niveau, tu sais, je donne un exemple. Tu sais, oui, je veux m'associer avec des gens qui ont la même vision, qui ont les mêmes ambitions que moi, puis qui veulent aller vers le même résultat. Mais en même temps, c'est certain que, par exemple, de m'associer avec une boutique qui est, OK, on va mettre ça vraiment gros, mais par exemple, je dis un exemple. Si je me mettais en association avec Zara, qui est un grand leader du fast fashion, mais que Zara voudrait tendre vers quelque chose qui est plus green, qui est plus éco-responsable, qui est plus consciencieux, bien, c'est certain de commencer avec un partenariat avec une entreprise qui l'est, bien, ça peut peut-être les aider à tendre vers là. Puis de l'autre côté, pour moi, bien, c'est certain que d'aller chercher cette clientèle-là, de les sensibiliser, de leur montrer que c'est disponible, que c'est là, puis que oui, c'est faisable de s'associer avec des entreprises comme ça. Bien, donc, c'est toujours des associations, des partenariats dans un objectif de collaboration, de complémentarité, en fait. 100%. Bien, écoute, merci beaucoup, Audrey-Anne, d'avoir pris le temps de venir nous visiter aujourd'hui. Moi, ça conclut toutes les questions que je voulais te poser. Donc, si tu veux prendre un moment pour véhiculer un certain message à l'auditoire, bien, là serait le moment. Super. Merci à vous. Mais dans le fond, juste pour l'auditoire, que vous sachiez que le 1er mai prochain, on va faire le lancement de la nouvelle boutique en ligne. Vous allez pouvoir trouver des nouveaux morceaux de linge aussi. On va avoir une nouvelle campagne qui va être lancée pour les différentes tailles. Puis, donc, c'est ça. Fait que si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus à aller sur la boutique. Sinon, vous pouvez toujours me demander quoi que ce soit, des questions, soit en live chat sur le site web. On a une section aussi pour que les gens puissent nous contacter par courriel, qui nous laissent leurs informations. Puis, si jamais vous voulez vous inscrire à notre infolette pour être au courant des dernières nouvelles, vous allez recevoir aussi un code promotionnel. De 15%, c'est ça. Donc, toutes les informations qu'on a discutées, donc son profil LinkedIn, son site web vont être disponibles dans la description de la vidéo. Donc, merci à tous d'avoir été avec nous et à la prochaine.